Bienvenue, quel plaisir de vous retrouver, toutes et tous. Merci Yves de prendre ce temps pour partager ton expérience. Merci aux éditions Améris, merci Bénédicte de nous permettre de partager ces expériences comme ça. C'est un vrai plaisir. Vous avez votre chat à la droite. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Dites-nous d'où vous venez, qui vous êtes. Pas votre vie évidemment, mais si vous êtes des praticiens, si vous avez déjà vu ou lu la vie et l'œuvre de Yves, et au fur et à mesure de ce webinaire, vous aurez l'occasion effectivement de poser vos questions à Yves. Je me ferai un plaisir de remonter les questions. Et encore une fois, merci infiniment aux éditions Améris, à Bénédicte, de nous permettre de faire ceci, de partager, de découvrir des personnalités comme Yves, riches et hautes en couleurs, c'est le cas de le dire, hein. Multifacette, multicarte, multithérapeute. Et tu peux voir, Yves, que nos amis qui viennent... Oh non, Bénédicte, on avait dit que tu ne viendrais pas. Enfin... ils viennent d'un peu partout. Dites-nous surtout... Ah bah voilà, y a Sylvie qui démarre la formation des plantes à hâte. Voilà. Donc, c'est une de tes élèves, c'est ça? Ah, c'est plus moi qui m'occupe de l'école des plantes, hein. J'ai remis en 2000 l'école des plantes à Manu, une ancienne élève. D'accord. Qui se fait ça avec brio. Et donc, les cours continuent, mais c'est une autre tête qu'on voit et qu'on entend. Bon, très bien, très bien. Voilà, j'espère que tout le monde est en pleine forme. Il y a Morgane qui est étudiante en deuxième année d'herboristerie. Donc je pense qu'effectivement, sur la partie suivante de ce webinaire, nous allons parler de plantes et tempéraments, hein. C'est effectivement le soutien de ce webinaire, c'est cet ouvrage, même s'il a été, comme tu l'as dit, produit et édité en 2012, il est terriblement d'actualité. Moi, je l'ai mangé avec un intérêt de praticien et de profane. C'est vraiment incroyable de voir à quel point on lit les personnes, nos patients ou notre famille, de telle et telle façon. C'est quand même assez incroyable de transpercer les secrets des personnes et surtout voir comment ce montage des tempéraments et des personnalités se fait. Et c'est terriblement bien écrit, sans flagornerie aucune, sinon je ne le dirais pas. C'est vraiment très très bien écrit. Et je pense que Bénédicte a eu le nez creux à te publier, parce que c'est vraiment... Et tu disais que c'était un ouvrage qui était encore édité, qui avait encore cette... Oui, c'est ça. Je crois qu'on peut insister là-dessus, parce qu'il est sorti en 2012. Et bon, les éditions Améris, on voit qu'elles suivent bien leurs auteurs. Et donc, ils continuent à être réimprimés, à être vendus. Et donc, ça, c'est intéressant pour tous les élèves à l'école des plantes, les élèves en naturo, en herbo et tout, parce que un livre qui se réimprime toujours 12 ans après, c'est pas courant, il faut le souligner et remercier les éditions Améris pour cela. Oui. Alors, on se permet de prendre un tout petit temps où on dit presque des banalités entre nous, parce que le temps que tout le monde puisse se connecter et accéder au live, je vois que nous avons une réflexologue auriculaire. On en parlait hier de la réflexologie auriculaire, et donc cette riche technique et approche qui fait aussi des petits miracles, comme on parlait de la sympathicothérapie. Nous avons Isabelle qui est herboriste, naturopathe et réflexologue à Lens. Et Bénédicte nous indique à l'instant que ton livre est réimprimé actuellement. Donc tu vois, hein, tous en formation Méridite, qui est Méridite, pardon, désolé, qui est en formation d'herboristerie en Belgique, étudiant en herboristerie. Tu vois, il y a un vrai élan. Alors, en Belgique, je ne sais pas quelle est la situation, mais en France, c'est la chasse aux sorcières, hein, pour les herboristeries, hein. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. On a beaucoup plus de chance ici en Belgique. Il n'y a pas encore de chasse aux sorcières pour l'instant. Oui. C'est assez hallucinant à ce point de bâillonner une technique, une approche ancestrale qui fonctionne aussi bien. C'est peut-être pour ça que c'est bâillonné, comme l'homéopathie, la médecine chinoise, etc. Bon. Mais c'est assez terrifiant. Donc voilà, je vois aussi
beaucoup, oui, effectivement, Vanessa, non, pardon, Mathias qui est en deuxième année en herboristerie avec Vanessa Desbrun, pardon, je sais pas Elle que est très bien. Bonsoir Vanessa. Je ne sais pas si elle nous écoute. Et bonsoir. non, 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 c'est Mathias qui était étudiant avec C'est Mathias. Bonsoir Mathias. je viens de terminer le cursus de 3 ans auprès d'Inderplan. Avec tous ces étudiants herboristes, il ne faudra pas dire de bêtises. On va faire. Je ne suis pas très inquiet. Hein. Je suis pas très inquiet. Il y a Stéphanie qui est étudiante naturopathe à l'Institut Hildegarde à Seine. Bravo. Vraiment, c'est un vrai plaisir de voir à quel point ta personnalité fédère autour des plantes. C'est dire à quel point tu as dû faire passer des messages de bonne qualité. La preuve, Pauline qui a terminé ses 3 années de l'école des plantes. Bravo. Bravo à toutes et à tous. Alors, n'hésitez pas. Hein, globalement, ce webinaire va se partager à peu près en 3 parties. La partie où, même si vous le connaissez, c'est toujours bien de connaître le parcours de Yves, parce qu'il est riche, comme je disais, haut en couleur, avec un CV qui ne tiendrait pas enfin, ce sera en A4 avec beaucoup de pages et en police 12. Donc, ton parcours. Après, on va parler effectivement de l'ouvrage et si tant est qu'il en ait besoin, mais surtout de ta vision et l'histoire des tempéraments. Et effectivement, la troisième partie sera consacrée peut-être à une forme de solution que l'on pourrait proposer. Hein. C'est des pistes d'aide pour améliorer nos personnalités, nos tempéraments, si tant est que si nos amis ont lu l'ouvrage, vous voyez que nous avons le tempérament et ses excès. Et c'est justement ces excès qui sont plus ou moins contrôlables qu'on va essayer de voir avec Yves ce soir pour essayer de tempérer ces tempéraments. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Les éditions Amiris, sont des éditions centrées vraiment sur l'auteur, centrées sur l'aspect thérapeutique et l'aide afin que les patients, les personnes qui lisent ces ouvrages deviennent acteurs de leur propre santé, hein, se prennent en charge, ce qui n'exclut évidemment pas de consulter des praticiens, heureusement, mais cette information riche qui sont données par les éditions Amiris font que ça permet aux patients d'être bien informés sur des possibilités. Voilà. Et effectivement, chaque patient est une personnalité à part entière et qu'il ne peut pas y avoir de généralité. Et à ce titre, il n'y aura pas effectivement de consultation en direct, donc inutile de nous donner votre analyse de sang ou votre pathologie si vous en avez, j'en suis bien désolé, mais pour des raisons évidentes d'éthique, de déontologie, il est absolument impossible pour Yves de faire quelque diagnostic que ce soit. En revanche, sur une généralité de thérapeutique, on peut peut-être amener des pistes et des solutions de réflexion pour aller voir peut-être un praticien, pour aller voir peut-être telle ou telle approche qui pourrait vous aider. Voilà. Vous aurez accès, et après j'arrête de parler, vous aurez accès au replay très rapidement dès que j'aurai fini le montage après ce live. Vous aurez accès au replay qui sera embarqué sur la page dédiée de Yves sur les éditions Amiris et vous aurez la possibilité de cliquer sur le lien pour bénéficier du replay. Voilà, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu toute ou partie de ce webinaire ou ceux qui n'ont pas la possibilité d'assister. Voilà, vous aurez toutes ces possibilités. Je me tais, pardonnez-moi pour ce long préambule, mais c'était important. Et merci encore une fois Yves et aux éditions Amiris de passer ce temps. Donc comme je disais, si tu avais la gentillesse de brosser ton parcours, en tout cas les éléments essentiels qui te semblent importants dans ton parcours, et comme je disais, les personnalités qui t'ont guidé et amené à être ce que tu es ce soir et ce que tu es toujours en devenir. Merci Frédéric. Je dirais que depuis tout petit, ceux qui me connaissent savent que je mesure 2,4 m, donc de dire que j'ai été petit, c'est peu de choses. Et pas longtemps, en tout cas. Oui, depuis tout petit, j'ai toujours été fort ému, je dirais, par toute forme de souffrance, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, qu'elle soit végétale. Et donc, j'ai toujours essayé, toute ma vie, d'aider, d'apporter du soulagement, d'accompagner les gens en difficulté. Et donc, pour cette voie-là, j'ai hésité. À un moment, je voulais être médecin, tu vois.
Et puis, j'ai une grand-mère du côté maternel qui a pendant des années beaucoup souffert. Elle est passée d'hôpital en maison de retraite, en maison de revalidation, etc. Et sans cesse, j'entendais des médecins qui lui disaient mais ça va aller, mais vous allez guérir, etc. Et puis j'ai vu que après un parcours chaotique là, pendant des années, elle est décédée, jamais guérie. Et ça a été un choc. L'enfant que j'étais a eu un choc en disant tous ces médecins, quelque part, lui ont menti. Parce que ma grand-mère, je voulais qu'elle soit éternelle, évidemment, qu'elle vive toujours. Et le fait que voilà, elle décède sans pouvoir être aidée dans toutes ses souffrances, ça a été un choc. Et moi qui, dès petit, voulais être médecin ou prêtre, j'hésitais un peu, je m'étais dit, non, il faut que je fasse autre chose. Et là, j'ai décidé de vouloir devenir vétérinaire, parce que j'adore les animaux. Et puis, quelques années après, les idées changent, et je me suis dit, les humains, c'est quand même des animaux intéressants aussi. Et je me suis dit, non, la médecine, c'est bien. Et puis, en me renseignant un petit peu, j'ai pris conscience que le médecin, lui, il avait 10 minutes à accorder à chaque personne. Et donc, je me suis dit, ça va pas être mon truc. Et donc, j'ai décidé de faire des études d'infirmier à ce moment-là. Je ne savais pas encore à l'époque que les infirmiers n'ont pas beaucoup plus de temps où je fais des patients qui courent tout le temps à gauche et à droite. Mais bon, dans mon esprit, l'infirmier avait plus de temps et de relations aux patients. Et donc, après mes 3 ans d'études ici en Belgique, j'ai fait une 4e année pour me spécialiser en tout ce qui est soins intensifs et urgences, ce qui m'a permis de travailler pendant 10 ans dans un service d'urgence hospitalier et dans les équipes du SMUR, ce qu'on appelle le SAMU aussi parfois. Donc une expérience extraordinaire au niveau humain, au niveau médical. Mais 10 ans d'urgence, c'est pas mal, quoi. On n'a pas envie de faire ça parfois toute sa carrière. C'est copieux, hein. En parallèle, et depuis des années, j'ai toujours été bercé par tout ce qui est médecine naturelle, puisque du côté de maman, maman est pharmacien, un grand-père droguiste, un arrière-grand-père et un arrière-arrière-grand-père pharmacien. Il travaillait déjà avec des plantes médicinales. Hein. J'ai encore de mon arrière-arrière-grand-père des livres, tu sais, écrits à l'encre de Chine avec des recettes de plantes et tout ça. Et puis, Madame Irène, dans mon passé, qui m'a mis le pied à l'étrier. Elle m'amenait parcourir la campagne, voir la différence entre l'absinthe et l'armoise, la camomille sauvage, la camomille romaine. Et puis, quand on rentrait, c'était le temps de préparation, des tisanes, des sirops, des teintures. Donc, j'étais un petit bout de chou d'une dizaine d'années à ce moment-là. J'étais vraiment bercé par tout ça. Ensuite, j'ai fait pas mal d'arts martiaux. Et j'avais un maître d'aïkido qui était Heilpraktiker, tu sais, le diplôme allemand, l'équivalent un peu du naturopathe, on pourrait dire. Le global, parce qu'il a accès à beaucoup plus de thérapeutique que le naturopathe. C'est ça. Son respect, évidemment. Mais... En Allemagne, il y a beaucoup plus de reconnaissance, hein, tu as raison. Et donc, lui, il m'a initié à l'aromathérapie, à la phyto, à l'énergétique, etc. Et puis, on peut dire que dans mon parcours de médecine naturelle, si tu veux, j'ai eu 2 amours vraiment. Le premier, c'était la réflexologie, mais au sens large du terme, parce que j'ai commencé avec la réflexo du pied. Et là, j'ai créé une école à Bruxelles, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle le Centre d'études de réflexologie, qui forme des gens en réflexologie plantaire. Mais après, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu mes horizons, et donc j'ai appris, on en a parlé, ce sont tes amours aussi, l'auriculothérapie, une technique où les points se trouvent à l'intérieur de l'oreille et qui donne d'excellents résultats. La sympathicothérapie. Moins connue. Moins connue, on peut en dire juste un petit mot parce avec que plaisir, qui est formidable. Donc là, bizarrement, les zones réflexes se trouvent à l'intérieur du nez. Donc on a une espèce de pyramide énorme avec sur les côtés 3 cornets, 3 structures. Et alors, là, évidemment, on va parler avec son doigt, voir et toucher une zone. Donc, on se sert soit de découvillons, hein, comme des gros cotons-tiges, on pourrait dire, avec un peu d'ouate au bout, ou alors des fins stylets métalliques. Et donc, on va rentrer dans le nez et toucher, stimuler, faire des petites chatouilles, on va dire, sur certains points, avec ou sans huiles essentielles. Et alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la sympathicothérapie ? C'est
parfois parce que le thérapeute est sympathique, hein, c'est notre cas tous les deux, Frédéric. On l'espère, on l'espère. Mais ça veut dire surtout que ça touche ce qu'on appelle le système sympathique. Et le système sympathique, c'est quoi, pour faire bref? C'est un peu notre médecin intérieur. Hein. C'est notre système neurovégétatif. Et donc, quand on fait dodo, on ne s'occupe de rien. Et pourtant, on continue à respirer, le cœur bat, le taux de sucre reste stable dans le sang. Heureusement qu'on ne doit pas veiller à tout ça. Et à l'intérieur de nous, il y a une machine extraordinaire qu'on appelle le sympathique qui règle tout ça. Malheureusement, il arrive que suite à un accident, à un choc, à une intoxication, il y a un petit grain de sable qui se met dans ces rouages. Parfois, c'est plus qu'un grain de sable, ça peut être un gros caillou chez certaines personnes. Et le but de la sympathicothérapie, c'est vraiment d'aller retirer ce grain de sable et repermettre à la machine extraordinaire qui gère notre santé de se remettre en route. Et donc, c'est une technique peu connue qui fait assez peu d'adeptes parce que souvent les gens disent « Oh là là, un stylet dans le nez ». Je crois que la période Covid a fait du tort parce que le nombre de personnes qui ne savaient même pas faire de prélèvements nasaux qui ont été formés comme ça en 1 heure pour faire des prélèvements, ça a fait que beaucoup de personnes se disent « Non, ça fait mal, c'est pas bien ». Non, la sympathicothérapie n'est pas douloureuse, c'est juste un peu gênant, ça c'est vrai. Un petit peu. Alors peut-être, si je peux me permettre, enlever de la tête une idée reçue en disant que c'est vrai, quand on voit un stylet de 15 cm, on se dit je vais rentrer ça dans certaines personnes, et je pense qu'on a dû te le dire, disent mais attends, vous allez rentrer dans mon cerveau. Hein. Alors peut-être enlever cette idée reçue, je te laisse expliquer ça parce que c'est important. Oui. Et donc on n'est heureusement pas en connexion directe entre le nez et le cerveau, sinon quand on se moucherait, on perdrait pas mal de neurones, à mon avis. Mais donc, non, on a des cloisons qui ferment hermétiquement toute la cavité nasale. Et par contre, cette cloison est recouverte d'une muqueuse qui est très, très innervée et donc très, très sensible. Voilà. Enfin, c'était une parenthèse peut-être un petit peu longue, mais allez, la sympathicothérapie, on a la chance de la pratiquer tous les deux, Frédéric. Ouais. Et c'est une technique qui peut donner d'excellents résultats. Donc, si on franchit cette peur un petit peu de ce stylet dans le nez... C'est un fantasme, hein, c'est un fantasme. C'est vraiment une technique qui fait des merveilles. Hein. Oui. Et donc, ça, c'est des techniques que je pratique encore aujourd'hui. Et puis, mon deuxième amour, évidemment, c'est tout ce qui est phyto, au sens large du terme, donc aromathérapie, gémeaux, remèdes de Bach. Et alors, j'ai fait aussi des techniques manuelles, des techniques énergétiques, comme la méthode Furter, comme le magnétisme que je pratique aussi. Donc, voilà, moi, je suis pas difficile. J'ai été frappé à plein de portes, que ce soit auprès de médecins, auprès d'ostéopathes, mais aussi auprès de rebouteux, de magnétiseurs, de guérisseurs. Je crois que en médecine, on n'en connaît jamais assez. C'est une matière importante. Et il faut se former. Je continue à me former, comme toi aussi d'ailleurs. Une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, voilà, ça ne s'arrête pas et on ne peut jamais s'asseoir et dire je connais tout. Non, on a toujours à se dire je connais pas mal de choses, mais ce n'est rien par rapport à tout ce que je peux encore apprendre. Un maître me disait qu'il fallait une vie et un jour pour connaître toutes les approches du corps humain. Une vie et un jour. Donc voilà, ça nous laisse pas mal de perspectives. Si nous soyons programmés pour 120 ans, allons-y, ouais. Allons-y. Moi, j'ai déjà un jour d'acquis, donc il me reste la vie là maintenant. Ouais, c'est ça. C'est déjà pas mal. Alors, j'étais en train de répondre à Isadora par le chat, mais je vais le faire en direct. Non, a priori, je n'ai pas connaissance, moi, d'un annuaire de praticien de sympathicothérapie. Je pense qu'à moins que tu en connaisses un, toi, mais je n'ai pas de connaissances là-dessus, parce que je pense que c'est interdit. En tout cas, en France, c'est interdit de faire des annuaires, hein, des répertoires de praticiens de santé naturelle. Donc, pour moi, c'est interdit. Il faudrait voir, c'est que un des spécialistes en France, là, tu seras d'accord, c'est Daniel Bobin. Oui, tout à fait. Qui est du côté de Ferney-Voltaire, là, et lui, il forme beaucoup de personnes à la sympathicothérapie. Et je sais que dans le temps, mais ma formation, date de 2000, il y avait un annuaire de praticiens. Mais est-ce qu'il existe encore ou pas, je ne sais pas. Il faudra aller voir de ce côté-là. Je vais regarder sur le CERS, je vais regarder en direct, comme ça, voilà. Je vous en annuaire des praticiens, voilà. Alors, je regarde sur le côté parce que j'ai le pratiqueur mythérapie, sympathicothérapie, voilà. Bonne piste.
Il y a des praticiens ou pas? Parce que moi, je ne suis pas dessus, mais... Alors oui, il y a quelques praticiens apparemment par la région. Donc il y a un moteur de recherche. Donc il y en a 52 en Belgique, il y en a 24 sur l'ouest de la France et 42 dans le sud de la France. Donc voilà, je vous mets le lien, comme ça vous serez servi. Voilà, c'est une bonne piste que tu nous as donnée là. Voilà. Et donc, pour terminer mon petit parcours, là, donc j'ai créé l'école des plantes également. J'ai le plaisir d'enseigner la phytothérapie avec tout ce qu'elle a de botanique, tout ce qu'elle a de biochimique, tout ce qu'elle a de médical, malgré que, voilà, il faut être prudent dans ce qu'on dit, puisque l'herboristerie au sens strict, c'est pour le bien-être, c'est pas pour la guérison. C'est pour ça que mes cours, j'appelais ça des cours de phytothérapie et pas d'herboristerie. Et alors la particularité, et on va revenir au sujet, c'est que j'ai toujours associé une approche énergétique à l'utilisation des plantes, et ça grâce à cette fameuse théorie des tempéraments, dont, si j'ai bien compris, nous allions parler un petit peu ce soir. Un tout petit peu, Charlotte, patience, parce que c'est important de connaître qui nous parle, et donc si on ne connaît pas notre interlocuteur, ça ne force pas la légitimité du propos. Donc c'est pour ça que j'insistais longuement sur le fait qu'il fallait te présenter et voir toutes les approches que tu as pu faire. Et je vois aussi sur le site d'Amiris que tu as commis énormément d'ouvrages autour des plantes. Je vois sain et simple, hein. Je vois plantes médicinales tempéraments, je vois herba medicinalis, je vois les tempéraments. Donc beaucoup d'ouvrages beaucoup autour de la phyto, hein, autour des plantes. C'est ce sur quoi tu as écrit le plus, c'est ça? Oui. Tu veux que je présente un peu les ouvrages, juste pour dire... En quelques mots, de quoi il s'agit, ouais, avec plaisir. Oui, donc les tempéraments que tu as montrés là, donc le premier ouvrage qui lui est un peu... Je crois qu'il peut concerner tout le monde, hein. Il ne faut pas être phyto ou herboriste vraiment Oui. pour ça. Je crois que accessible. des parents, des instituteurs, n'importe qui ferait bien de lire ce livre, et on va en parler pour montrer quels sont les intérêts. Et puis son petit frère, c'est Plantes médicinales et tempéraments. Là, c'est déjà plus pour des gens intéressés à la phyto, parce que ça reprend un petit peu les indications de la phytothérapie, mais expliquées d'un point de vue énergétique. Et à l'arrière, j'ai pris mon temps à mettre à plus de 600 plantes différentes, où chaque fois, je donne la nature. Est-ce qu'elle est chaude, sèche, humide? On va parler de tout ça. Donc ça, c'est ça. Il y a la phyto, dans la collection bien connue ici. Là, c'est 50 plantes de nos régions, presque toutes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme, j'ai pas dit, j'ai aussi été herboriste et j'ai tenu une herboristerie où je faisais mes produits et tout. Et puis, je trouvais un petit peu bête que mes recettes d'herboristerie disparaissent à la fermeture du magasin. Et donc, il y a à la fin tout un annuaire de A à Z où, par maladie, on a des tisanes, on a des teintures mères avec des mélanges de plantes intéressants. Il y a mon plus gros bébé, 3 kilos, sain et simple, dans la collection Beaux Livres, là vraiment, avec toutes des illustrations de vitraux et de plantes. Et ça, c'est vraiment le lien entre la botanique et la spiritualité. C'est toutes les plantes qui ont été utilisées ou évoquées dans la Bible, voilà, ou dans les textes saints. Tu vois sur la couverture, c'est Saint Joseph, tu l'avais reconnu, hein? Non, pas tellement. je le connais. La plante, tu l'as peut-être reconnue, c'est l'Achillée millefeuille. Et pourquoi ça? Parce que l'Achillée millefeuille, on l'appelle l'herbe de Saint Joseph. D'accord. Et du coup, pour chaque plante, quand c'était possible, j'essayais de comprendre d'où ça venait. Dans ce cas précis, par exemple, c'est parce que Saint Joseph, son métier, c'était charpentier. Et les charpentiers, comme beaucoup de manuels, ils se blessent tout le temps avec leurs outils. Et l'Achillée millefeuille est une plante vulnéraire, c'est-à-dire qu'elle est apte à soigner les blessures. Voilà. D'où le lien entre le saint et la plante. Quand tu parles des simples, les simples, ce sont les plantes initiales, c'est ça? Les simples, c'est un synonyme de plante médicinale, hein, oui, parce qu'on faisait la distinction dans le temps entre les simples, chaque fois une seule plante, et les composés, qui sont des synergies de plantes, des mélanges, si tu veux. Et alors, le dernier ouvrage, en date. C'est Herba Medicinalis. Alors ça se lit pas comme un roman,
de A à Z, mais on a 210 plantes différentes avec toutes des monographies. Donc ça reprend pour chaque plante sa description botanique, ses noms latins et français, les molécules biochimiques que l'on retrouve à l'intérieur, les indications, les contre-indications, c'est important, et puis une posologie. Donc ça, c'est vraiment le livre, je pense, que tout herboriste devrait avoir dans son magasin, parce que on a beau être passionné, on ne peut pas tout connaître par cœur. Et donc, c'est intéressant d'aller, de revoir, ah oui, est-ce qu'il y a une contre-indication? Ah oui, quelle est la posologie pour telle plante en particulier? Donc ça, c'est un petit peu ce que Valnet avait fait. Il y a un ouvrage très connu, La phytothérapie de Valnet, qui est très bien. Et Valnet, j'ai beaucoup de respect pour Valnet, mais c'est un petit peu daté aujourd'hui par rapport aux connaissances. Donc ça, je crois que c'est un ouvrage de référence qui se lit pas comme un roman, mais qui est un ouvrage à aller picorer chaque fois pour trouver des informations utiles. Est-ce que dans tes ouvrages, tu mets un petit peu de science? Est-ce que pour toi, c'est juste la transmission de l'expérience, ou est-ce que tu as eu besoin de mettre des références bibliographiques, scientifiques, des études, etc.? Les deux, mon capitaine. Je crois qu'il faut à la fois ne pas... Ce serait bête de ne pas profiter des acquis de la science, qui, notamment au niveau biochimique, nous apporte plein de choses. Donc, j'essaie de me tenir au courant toujours des toutes dernières découvertes. Et en même temps, je ne néglige pas pour autant la tradition, parce que même si c'est empirique, même si on ne savait pas pourquoi, si des choses se font depuis des centaines, voire des millénaires, c'est que c'est pas une mauvaise épicerie, quoi. Oui, c'est que ça fonctionne. Et justement, oui, Bénédicte, Yves, on a parlé des liens entre les tempéraments et les plantes. C'est ce vers quoi nous allons tendre sur ce webinaire. D'abord, comprendre, donc dans le vif du sujet maintenant, ce que sont les tempéraments. Et juste une petite parenthèse, j'avais beaucoup apprécié une remarque en préambule de ton ouvrage, au début de ton ouvrage sur l'histoire, sur le bon sens des plantes de notre continent, c'est-à-dire nous appartenons à l'Europe, nous appartenons à un continent bien particulier. Pourquoi aller chercher des plantes qui ne vibrent pas de la même façon? Est-ce qu'on est capable d'absorber une plante chinoise? Je suis peut-être que peut-être pas. Et j'ai trouvé du bon sens en disant, nous avons plein de plantes à notre disposition autour de nous, donc nous vivons dans cette énergie-là. Donc peut-être que tu peux en dire un mot, comme ça permettra de nouer avec les tempéraments. Moi, si tu veux, ça a toujours été... j'ai plein de critères là, pour sélectionner les outils que j'utilise, mais un des critères, effectivement, tu as raison, c'est de travailler avec des plantes locales. Alors je dirais, moi j'envisage les plantes européennes, je vais dire, donc, ça peut aller jusqu'à la Méditerranée et tout ça, on ne va pas faut pas des plantes de Sainte-Agathe, quoi. Donc il faut, voilà, on peut dire les plantes européennes. Mais à part quelques petites exceptions, où j'ai invité parfois des petites touristes américaines ou asiatiques dans mes cours, mais sinon j'ai toujours essayé de veiller à ce qu'on ait des plantes qui poussent autour de nous. Et puis il faut bien dire aussi que d'un point de vue strictement écologique, c'est aussi un non-sens de faire venir une plante d'outre-mer alors qu'on a peut-être l'équivalent ici dans nos jardins. A priori, c'est le cas. En plus, tu n'as jamais été confronté à une carence d'une plante. On se dit, je suis obligé d'aller la chercher au bout du monde. Non, on n'est jamais obligé. Bon, je te dis, il y a des petites exceptions. Il y a des plantes, comme le ginkgo, comme l'échinacée, comme quelques autres aussi, qui sont tellement utiles et qui ont des vertus tellement intéressantes que ce serait aussi dommage de s'en priver. Mais dès que faire se peut, je reste avec mes plantes indigènes. On dit ça, c'est un drôle de terme aussi. Oui, mais c'est ça. Comme les saints, mais c'est les plantes indigènes, c'est-à-dire celles qui poussent dans nos régions, quoi. Oui. Alors, on va passer, si tu veux bien, toute la partie historique de la découverte des tempéraments. J'invite tout un chacun à lire l'ouvrage parce que c'est extrêmement bien décrit, mais pour aller directement sur la description des tempéraments, si tu veux bien, parce que l'histoire est très très intéressante et campe le décor de tout cela. Mais allons directement sur le sujet des tempéraments. Et tu décris classiquement 4 types de tempéraments. Là, je te laisse la parole parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises, même si j'ai bien lu ton livre et que c'est absolument passionnant, mais je préfère s'adresser au bon Dieu directement plutôt qu'à ses saints. Tant qu'à faire. Ce qu'il faut savoir,
c'est que quand on dit de quelqu'un, par exemple, qu'il est sanguin, ça ne veut pas dire que c'est son unique tempérament. Si tu veux, on est tous les quatre. On a 4 tempéraments et on devrait être un peu comme un 4 quarts avec, c'est quoi dans le 4 quarts? De la farine, des œufs, du sucre et du beurre. Oui. Et il faudrait avoir, ça ce serait l'homme parfait, je vais dire, ou la femme parfaite, qui aurait un quart de chacun des tempéraments. Ça, ça n'existe pas, hein, je te rassure, mais ça, ce serait vraiment ce qu'on pourrait imaginer de mieux, là, le best-of. Tous, on a un tempérament qui est prioritaire et qui prend le dessus sur les autres. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est sanguin, ça veut dire que c'est le tempérament sanguin qui, chez lui, prime, mais il a les 3 autres aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer que notre tempérament, le primaire, comme on dit, donc le premier qui domine, ne s'impose pas trop par rapport aux autres. Parce que dès qu'il va s'imprimer trop, eh bien, tous les traits de caractère un peu négatifs et tous les problèmes de santé qui peuvent en résulter vont être majorés. Donc, il faut essayer de toujours tendre vers l'équilibre et d'être sanguin ou bilieux ou lymphatique, mais en tendant vers un point d'équilibre. On avait dit que peut-être, c'est ce que j'ai fait dans mes livres et ce que je faisais dans mes cours, pour que parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas lu le livre ou qui ne connaissent pas encore les tempéraments, on se repère un peu. On pourrait peut-être, si tu le veux bien, tu me l'avais proposé, prendre une image, un petit tableau, et comme ça, on va essayer visuellement de mieux comprendre les choses. Donc, si tu veux bien, comme c'est toi qui as l'outil en main, me faire une belle croix. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Une belle croix qui occupe toute la page. Voilà, une ligne verticale et horizontale. Magnifique. Alors, à partir de là, on peut mettre tout ce qu'on veut. On a toute la soirée, on peut mettre le monde entier là, c'est-à-dire on peut mettre chacune d'entre nous qui écoutait, on peut se retrouver à un point quelque part là sur ce schéma. On peut mettre tous les aliments, on peut mettre toutes les plantes, on peut mettre tout ce qu'on veut en fait, et à partir de là, voir un peu comment ça va se passer. Alors, pour faire simple, la ligne horizontale va séparer en haut ce qui est chaud, d'en bas ce qui est froid. Donc, tu peux mettre un petit C et un petit F, par exemple. Parce qu'il faut savoir que dans toutes les médecines énergétiques, que ce soit l'européenne, c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui, mais aussi de la chinoise, de l'ayurvédique, de la tibétaine, de l'africaine, etc., il y a toujours des notions de ce qu'on appelle des qualités énergétiques. Dans notre système de fonctionnement ici en médecine traditionnelle européenne, nous avons 4 qualités. Donc le chaud et le froid. Et merci, tu viens de les placer. Donc tout ce qui se trouve en bas de la ligne horizontale, c'est froid. Tout ce qui se trouve au-dessus, c'est chaud. Mais évidemment, plus on monte, plus c'est chaud. Plus on descend, plus c'est froid. Donc le point central, là, on pourrait dire que c'est tiède. Et d'un autre côté, si on sépare par rapport à la ligne verticale, on va avoir du côté gauche tout ce qui est humide, humidité, voilà. Et de l'autre côté, bien évidemment, vous l'avez compris, tout ce qui est sec. Et donc ce qui est tempéré entre l'humidité et la sécheresse va se trouver là aussi au point central. Plus je vais vers la droite, plus je suis sec, plus je vais vers la gauche, plus je suis humide. Alors, on pourrait placer là-dessus, mais on va faire après, on pourrait placer les saisons, on pourrait placer les éléments, hein, l'air, l'eau, etc. Mais comme ce qui nous intéresse ici vraiment, c'est les tempéraments, on va commencer à placer les tempéraments. Alors, ce qui est chaud et sec, c'est le tempérament bilieux. Donc, si tu veux bien me mettre un grand B dans ce cadran-là, impeccable. En dessous, on est froid et sec, c'est le nerveux avec son N. C'est pas évident d'écrire avec la souris, donc non, très bien, c'est très lisible, je te félicite. Ce qui est froid et humide, cadran en bas à gauche, c'est le lymphatique, L. Et puis il nous reste le sanguin au-dessus, évidemment dans la case libre, qu'il va squatter avec plaisir, le sanguin. Alors,
tout ça paraît un peu abstrait pour ceux qui ne connaissent pas encore les tempéraments, mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut déjà dire que le froid, ça correspond à un côté psychologique plutôt un peu timoré, introverti. Alors que quand on est avec un tempérament plus méditerranéen, la plus caliente, eh bien, on va de plus en plus aller vers la chaleur. Donc, on voit que les sanguins et les bilieux qui partagent cette chaleur sont des gens, en général, plus communicatifs, qui vont vers les autres, qui sont en expansion. Alors que les lymphatiques et les nerveux, c'est des gens un petit peu plus introvertis qu'il faut peut-être un peu plus aller chercher. Au niveau sécheresse et humidité, eh bien là, je pourrais dire que les expressions parlent d'ailleurs. Quand on dit de quelqu'un qu'il est sec, ouais. C'est un côté un petit peu pas très chaleureux, pas très souriant et tout, alors que les humides, les sanguins particulièrement, sont des gens très, très, très ouverts, très tendres, etc. Alors, je ne sais pas ce que tu penses, on pourrait décrire un petit peu Allons-y. chaque tempérament et commencer un petit peu par le côté plutôt psychologique. Mm-hmm. Alors, les bilieux, c'est quoi? C'est facile, c'est un petit peu l'image que notre société aujourd'hui magnifie. Le bilieux, c'est un peu le modèle de notre société. Et je dis bien aujourd'hui, parce qu'en fonction des époques, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais parfois, c'est d'autres tempéraments qui étaient vraiment magnifiés. Le bilieux, c'est quoi? C'est un bosseur. C'est quelqu'un pour qui la mission de vie, le travail est quelque chose de très, très important. Donc, c'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui peuvent accumuler des quantités importantes de travail, parfois au détriment de leur équilibre ou de leur santé. C'est des gens, quand 1h du matin, le dossier n'est pas fini, tant pis, on va le terminer, et si c'est 3 heures, c'est 3 heures. C'est des gens qui souvent sont impatients, ils aiment bien que les choses aillent vite, et malheureusement, comme les autres ne travaillent pas assez vite à leur goût, ils ont tendance à prendre les choses des mains des autres. Non, laisse-moi faire, je vais terminer, ou de couper la phrase des gens s'ils ne parlent pas assez vite. C'est des gens, par contre, c'est leur côté sec, qui sont très très fiables. C'est-à-dire qu'un bilieux, quand il promet quelque chose, il va s'y tenir. Donc ils font les choses vite et ils font les choses bien. Mon tempérament de base, le premier dont je te parlais, c'est d'être bilieux. Pas étonnant que j'ai fait 10 ans aux urgences, quoi. Il faut quelqu'un qui travaille vite et qui travaille, on espère, bien. Une certaine rigueur, en tout cas. Voilà, il y a une rigueur aussi, qu'on va retrouver chez le nerveux aussi. De nouveau, ce côté sec, ce côté, on pourrait dire presque un peu germanique, là, de dire, voilà, il faut on est un peu à cheval sur les principes, sur la régularité, sur la ponctualité. Voilà, ça c'est des qualités que partagent les secs. Alors le nerveux, lui, c'est quelqu'un, je te disais, la priorité du milieu, c'est sa mission de vie, c'est son objectif, c'est son travail. Le nerveux, lui, tout est dans la tête. C'est vraiment un intellectuel qui adore apprendre, qui adore maîtriser les choses. Donc lui, il va au bout du bout. Quand il connaît un sujet, il le maîtrise parfaitement. Et évidemment, on a toujours les défauts de ses qualités. C'est quelqu'un qui va pêcher par tout ce qui est psychique. Beaucoup de nerveux, quand ils sont déséquilibrés en tout cas, vont être des gens anxieux, pas bien dans leur peau, voire un peu déprimés. Et donc ce sont des gens en général qui font des études plutôt scientifiques, mais il y a beaucoup de nerveux aussi qui sont attirés par tout le domaine artistique. Et donc on a beaucoup de musiciens, de peintres, de sculpteurs et tout qui sont des nerveux. Le sanguin, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très très généreux. Il y a des gens qui font des choses parce qu'ils espèrent quelque chose en retour. Le sanguin, pas du tout. Le sanguin, lui, il est généreux, il donnerait sa chemise. C'est quelqu'un qui est très très extraverti, il faut bien le dire. Il est humide, donc il a ce côté rond. Et puis, comme il est chaud, lui, il va vers les gens. C'est quelqu'un qui, si vous voulez un chouette repas, trouvez-vous une amie ou un ami sanguin, vous le mettez au centre de la table et la soirée est bonne. Il va raconter plein d'anecdotes, ses voyages, il va raconter des blagues, il va faire rire, il va mettre de l'ambiance. Ça, c'est parfait. En tout cas pour une soirée, je ne dis pas pour plus, mais
c'est vraiment quelqu'un d'extraverti, d'ouvert. Donc, il y a beaucoup de gens là qui font des métiers dans la communication, tu vois. Il y a pas mal d'hommes politiques aussi, qui sont bons sanguins parce qu'ils ont la tchatch. Maintenant, il faut voir ce qu'ils disent, mais ils savent plaire, quoi. Ils ont du bagou. Et puis, le lymphatique, c'est un petit peu, malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, l'image inverse du bilieux. D'ailleurs, si tu regardes notre schéma, tu vois que le bilieux et le lymphatique, ils ont l'air opposés. Il faut passer par le centre pour aller d'un côté ou de l'autre. Et moi, je dirais plutôt complémentaire. Mais le lymphatique, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, qui aime que les choses aillent lentement, qui n'aime pas être brusqué. C'est quelqu'un qui déteste les injustices et qui essaye toujours d'apaiser les choses. Donc, tu vois, c'est des gens très, très précieux, mais qui, aujourd'hui, n'ont pas trop la cote parce qu'il faut tout le temps être speed, il faut courir, il faut aller vite et tout, alors que les lymphatiques, ils ont énormément de qualité. Si tu... les 4 tempéraments ont beaucoup de qualité. De toute façon, les 4 tempéraments, je le dis d'emblée parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'aimerais être ci ou ça, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ». Mais non, les 4 tempéraments ont des qualités et on va voir que ce qu'il faut, justement, c'est magnifier les qualités qui te sont propres et essayer, évidemment, de diminuer les défauts que tu pourrais avoir dans tel ou tel tempérament. Mais prenons un cas pratique. Pardonne-moi, on n'oublie pas qu'on n'est pas dans le jugement, là. On a des discussions. Non, je sais, tu me l'as dit en off aussi, c'est très important et dans le livre, tu l'expliques bien, que c'est pas un jugement de valeur. C'est pas parce qu'on se considère ceci ou cela que ça nous permet de juger. C'est d'évaluer. Et puis de dire aussi que c'est pas du tout une théorie où on va avoir une armoire avec 4 tiroirs et qu'il faut mettre tout dans une case. Non, au contraire, quand on découvre la théorie, on voit que c'est comme le vivant, c'est fluctuant, ça bouge, ça change, il y a plein de nuances. Donc c'est ça tout l'intérêt. C'est pas fermé ni dogmatique. Mais pour te prendre un exemple concret, une société veut recruter quelqu'un au bureau des réclamations. Le candidat idéal, c'est un lymphatique. Parce que lui, il va tempérer, il va calmer la personne, il va être doux. Tu mets un sanguin à ce poste-là, il y a des morts. Le téléphone est par terre 5 minutes après. Donc tu vois, en fonction du métier, de la passion et tout, chaque tempérament a vraiment son avantage. Alors le lymphatique, c'est quelqu'un qui aime aussi le côté cocooning, tu vois. La passion du lymphatique, c'est d'être à la maison, avec le chat qui ronronne sur les genoux, le feu qui crépite, un bon livre, les tempéraments par exemple. Et voilà, il y a ce côté cocooning. Donc le lymphatique, il adore recevoir, mais plutôt chez lui. Il n'aime pas trop aller à gauche, à droite. Voilà. Un autre exemple concret pour distinguer un peu les tempéraments, tu vois, c'est le sanguin. Lui, il a besoin tout le temps, pour se sentir vivre, son moteur de vie, c'est le plaisir. Donc lui, il a besoin tout le temps. Il aime tous les plaisirs, que ce soit les plaisirs de la table, c'est un bon vivant, un épicurien, donc bien manger, bien boire, les plaisirs de la chair dans tous les sens qu'on peut imaginer. Et donc lui, si tu veux lui faire plaisir, tu lui fais une surprise. Tu lui dis, tiens, ce soir, c'était pas prévu, mais pouf, on va au cinéma, et puis après on se fait un resto en amoureux. Le sanguin, la soirée est magnifique. Tu fais ça à un nerveux, ou à la fatigue, ça lui fera pas plaisir, parce que lui, il a besoin de ses habitudes, il a besoin d'être rassuré, il a besoin que les choses soient planifiées pour se sentir à l'aise. Et là, on commence à comprendre que, je pense, un des grands avantages de cette théorie des tempéraments, c'est de pouvoir à la fois se connaître soi-même et à la fois de connaître mieux les autres. Et beaucoup de gens qui ont lu mon livre sur les tempéraments me disent « Ah, mais j'ai compris pourquoi mon patron réagit comme ça, pourquoi mon mari dans cette situation réagit comme ça, alors que les gens sont complètement différents et chacun réagit à sa manière. » quoi. Quelques instants, il y a Erika qui nous dit « C'est comique car j'ai des qualités des 4, mais également des choses des 4 qui ne me correspondent pas du tout. » Donc c'est bien, nous y sommes exactement dans cette espèce d'équilibre. Et le pendant de tout cela, Julie qui dit « Je suis une bilieuse et je n'aime pas les défauts de ce tempérament. » Alors peut-on parler de défauts plutôt que d'excès de ce tempérament? Mais on va y revenir peut-être avec... mais je note actuellement que certaines personnes se reconnaissent et c'est bien d'avoir cette lecture, cette grille de lecture de ces tempéraments.
Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que pour connaître son propre tempérament ou celui des autres, on a deux grandes grilles de lecture. La première, elle est plutôt psychologique. D'ailleurs, on parle de théorie des humeurs dans le temps. Tu sais, les humeurs, c'était les liquides corporels, comme on dit encore l'humeur aqueuse de l'œil, etc. Mais ici, on prend plutôt humeur au sens état d'âme, quoi. Donc, toutes nos qualités et nos défauts, on va dire, psychiques. Ça, c'est ce qui nous permet, d'une part, de déterminer le tempérament. Et puis, étonnamment, on a aussi toute une série de critères physiques. Donc, le fait d'être plutôt svelte ou plutôt enrobé, d'être plutôt frileux ou d'avoir toujours trop chaud, de transpirer à la moindre émotion ou de ne même pas transpirer une goutte après un marathon. Et tout ça s'explique très très bien avec les tempéraments. Et donc, quand on lit, parce que je donne quelques éléments ici, mais il y en a énormément plus. Il y a chaque catégorie, hein, c'est incroyable. Mais quand on regarde ces éléments pour essayer de déterminer son propre tempérament ou ceux des autres, eh bien, c'est souvent beaucoup plus facile de déterminer le tempérament des autres que le sien propre. Et notamment au niveau psychologique, on a tous cette tendance, et je me mets dedans aussi, de magnifier nos qualités et nos défauts ou nos excès, essayer de les minimiser un petit peu. Donc, quand on fait cette petite analyse, c'est toujours intéressant d'avoir des amis qui nous connaissent bien ou le conjoint ou une bonne amie ou la sœur. Et à la lecture, de dire, oui, t'es sûr, tu crois pas que, ah oui, tout compte fait. Alors, si on a du mal à se retrouver là entre les quatre tempéraments, c'est soit qu'on est très bien équilibré, et ça, ce serait parfait, soit qu'on ne connaît pas encore assez la théorie pour pouvoir, évidemment, on ne peut pas juste avec les petits éléments que j'ai dit, avec certitude, se mettre dans une case ou dans l'autre. Mais si on a des choses qui résonnent dans plusieurs cases, ça, c'est plutôt bon signe. Je rappelle aussi que comment dire, cette répartition que tu fais entre le haut et le bas, droite et gauche, se décline aussi à l'envie avec extraverti, introverti, actif et rapide, passif et lent, forte vitalité, faible vitalité. Et après, quand on est à la verticale, ouvert, fermé, alors je passe les détails, réaction courte, réaction longue, désordonnée, ordonnée. Vous voyez, en fait, il y a tout un croisement. Et après, vous avez stable, instable. Et après, vous avez des tableaux qui récapitulent tous ces éléments. Et on peut naviguer dans ces différents tableaux. Et après, tu rajoutes des éléments très riches sur la dilatation, la rétraction. Enfin, il y a énormément de données. C'est absolument pas du tout réducteur, comme ça pourrait l'être présenté là maintenant. C'est énorme. Dans ton ouvrage, tout est vraiment... c'est assez exhaustif comme présentation. Alors, les tempéraments donnent naissance parfois à des mariages heureux. Parce que même là, on pourrait se dire, tiens, avec mon tempérament, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que je prends quelqu'un qui a le même tempérament que moi, ce qui n'est pas toujours très riche? Ou est-ce que justement, je prends un tempérament qui a l'air opposé, mais qui peut être complémentaire? Ça donne des situations parfois un peu cocasses. Parce que tu vois, par exemple, prenons l'exemple, on voit assez bien de couples comme ça, où monsieur, par exemple, il est sanguin, donc lui, il est du côté chaleur, et les sanguins sont assez chauds, donc c'est quelqu'un qui a vite trop chaud. C'est la personne qui, au cinéma, se met près de la porte. Dès l'entracte, elle doit aller respirer, elle a besoin d'air, elle a besoin de fraîcheur. Alors que le nerveux ou la nerveuse, par exemple, qui est du côté froid, c'est souvent des gens frileux. Il y a souvent des couples comme ça, où monsieur, par exemple, est sanguin, madame, son épouse, est une nerveuse, et alors il y a des situations cocasses où toutes les demi-heures, la nuit, il y a monsieur qui se lève, qui enlève la couette et qui ouvre grand les fenêtres, et puis madame, la demi-heure suivante, qui va fermer la fenêtre et remettre la couette. C'est tellement classique. Mais peut-être que justement, dans le descriptif que tu fais, si on a un monsieur sanguin, évidemment, et une madame nerveuse, alors c'est effectivement pas des clichés, mais ça peut être effectivement l'inverse. C'est vrai que cette complémentarité fait que le couple est en harmonie parce qu'ils se rejoignent hypothétiquement et ce qu'on espère au centre. Et donc, il y a une espèce d'équilibre qui va se faire, que le sanguin va pouvoir s'exprimer et la nerveuse le sanguin va pouvoir s'intérioriser grâce à sa compagne nerveuse et la nerveuse va pouvoir
pouvoir s'extravertir grâce au sanguin. Est-ce que je me trompe? Non, tu as tout à fait raison. Et c'est pas toujours facile parce que c'est un peu le mariage de l'eau et du feu. Mais si on y arrive, vers quoi on tend? On tend vers le point central. Parce que le point central que tu as avec justesse entouré là au centre, c'est quelque part dans la théorie des tempéraments, le point de mire. L'objectif, il est là. Si on arrivait à ce point-là, je pense qu'on pourrait être en parfaite santé, immortel peut-être, je n'en sais rien. Heureusement, ça n'existe pas puisque, comme disait Coluche, l'éternité c'est long, surtout à la fin. Mais le but de toute la théorie des tempéraments, que ce soit en phyto, en alimentation ou dans d'autres conseils qu'on peut donner, c'est toujours de tendre, de ramener. Plus on est proche de ce centre, mieux on est dans sa tête, mieux on est dans sa peau, en meilleure santé on est. Alors que plus on s'éloigne de ce centre, plus apparaissent les petits symptômes, les petites maladies, et puis des maladies plus importantes éventuellement. Chryséis qui dit mon compagnon est justement lymphatique et moi je tends vers le nerveux, je confirme les exemples. Oui, on y est. Yael qui dit oui, c'est du déjà vu. Et intéressant quand même de dire que j'ai mis, alors je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, pardonnez-moi, je suis en train de passer de nerveuse, c'est féminin, de nerveuse à lymphatique. Qu'est-ce que tu penses de ces transformations, de ces mutations, de ces évolutions? Est-ce que c'est classique, c'est voulu, c'est souhaitable, c'est pas souhaitable? Encore une fois, sans jugement de valeur. Hein. Oui, c'est impossible, dans le sens que le tempérament est une donnée acquise. Et donc, quand on a un tempérament, on le garde jusqu'à la fin de ses jours. Alors, parfois, on peut, parce qu'il ne nous plaît pas ou qu'on veut correspondre aux diktats de la société actuelle et tout, on peut essayer de penser qu'on change de tempérament, mais on ne change pas de tempérament. Notre tempérament, c'est une donnée acquise. Maintenant, ce qu'on peut faire, et heureusement, c'est ne pas rester dans un stade déséquilibré du tempérament, mais être dans une position équilibrée du tempérament. Et donc, c'est peut-être ça qu'elle a l'impression que si elle est nerveuse, et c'était ça, elle est nerveuse et elle passe à lymphatique, ou l'inverse, je ne sais plus, qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis en train de passer de nerveuse à lymphatique, oui. Nerveuse à lymphatique, tu vois. Donc, ce qui est possible, on ne voit pas on voit ma souris, non? Non. Ça m'a aidé. On va le comprendre. Regarde-toi simplement, si tu pars du N, là, donc tu es dans le nerveux, on voit J'y suis, oui. Ta souris. Moi, je ne la vois pas, mais peut-être qu'on la voit. Et donc, tu peux te rapprocher, si tu veux, tout près de la barre là, verticale, mais tu ne peux pas passer de l'autre côté, tu ne peux pas devenir lymphatique. Et là, on le voit, par exemple, au niveau psychologique, dans des situations d'urgence, par exemple. Parce que là, les gens ont beau essayer de mettre un masque ou de faire croire qu'ils sont quelqu'un d'autre qu'ils sont en réalité. Mais dans des situations d'urgence, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Ouais. Dans ces situations-là, on voit typiquement des réactions du tempérament de la personne. Oui, effectivement, Yael dit on peut éviter le figement et être plus souple ou être... pour une personne trop souple, être un petit peu plus rigide, même si ce sont des termes qui ne sont pas forcément adaptés. Hein, un sanguin être moins sanguin, plus lymphatique ou plus nerveux. Alors, on n'oublie pas que les terminologies sont pas forcément, encore une fois, ne sont pas des jugements, mais ce n'est pas parce qu'on est dans tempérament nerveux qu'on est nerveux, agité. Non, ça, il faut bien faire la distinction. Oui. Nerveux en tempérament, c'est une acception bien précise qui n'a rien à voir avec nerveux dans le dictionnaire de j'ai les nerfs, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Et comme le bilieux, même si ça fait référence à la bile, c'est pas forcément un angoissé de la vie systématique, et le lymphatique n'est pas avec des jambes en poteau et gonflé de partout. Hein. Le sanguin ne fait pas forcément de l'hypertension, nous sommes d'accord? Pas forcément, non. Il y a des prédispositions peut-être. Voilà, c'est ça, il y a des prédispositions, mais en fonction du mode de vie de la personne, de ses choix personnels, du travail qu'il fait, de son alimentation, des plantes qu'il fait, tout ça peut être modulé. Hein. Donc, tu vois, c'est ça que je dis. Par exemple, quelqu'un qui est nerveux, regarde un petit peu dans la case là, il y a une infinitude de possibilités. Ah oui, il y a toute cette acceptation ici, tout ça qui peut être exploré, donc plutôt plus vers le sec, plus vers le froid, plus vers le bilieux. Enfin bon, il y a tout ça qui peut être exploré. Donc le N, naviguer partout.
C'était très juste de dire qu'on peut être nerveux, mais du côté très sec, et quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai l'impression de devenir lymphatique. Je ne pense pas qu'on puisse devenir lymphatique si on est nerveuse, mais elle peut être beaucoup moins sèche et aller du côté de l'humidité. C'est ça. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fonction de l'âge, tout ça change aussi. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on va vers le froid, etc. Bon, tout ça, il y a des schémas qui expliquent ça bien dans le livre. On ne peut pas développer tout cet aspect, mais c'est-à-dire que un sanguin à l'adolescence ne sera pas le sanguin à sa vieillesse. Ouais. Il va avoir du froid, il va avoir de la sécheresse, ça va corriger son tempérament, rien que l'âge, par exemple. Et autre notion très importante aussi, c'est que ce dont on parle ici, c'est le tempérament primaire. Puisque je te dis, on a tous les 4. Donc si on dit que cette dame est nerveuse, ça veut dire qu'en 1, elle est nerveuse. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a en 2 ? Oui. Parce que le tempérament secondaire qu'on a tous va moduler ça. Si tu as quelqu'un qui est nerveuse et en 2, elle est bilieuse, eh bien, c'est ce qu'on appelle une sèche. Elle a tout du côté sec. Donc, elle manque cruellement d'humidité. Donc, ça va avoir des impacts diététiques, etc. Mais ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui... C'est un peu biscuit sec, hein, pour la faire sourire. Alors que quelqu'un qui serait nerveuse et lymphatique en 2, elle s'équilibre entre sécheresse et humidité. Par contre, attention, c'est une froide, elle a tout du côté froid. Oui, une nerveuse qui est en 2 sanguine, ça c'est déjà plus intéressant parce que ce côté sanguin va amener un petit peu de peps, de joie, etc. par rapport à sa tendance nerveuse de s'inquiéter un petit peu pour tout. Le vrai sanguin, il s'inquiète de rien. Un sanguin, il y a des scènes comme ça, hein, tu vois, le papa sanguin, parce que les sanguins, ils sont soupolés aussi. Donc le papa sanguin, lui, à table, il entend un truc à la télévision en politique, il s'énerve, il tape du poing sur la table, mais 5 minutes après, il a oublié l'incident. Ouais. Alors que le fils nerveux qui est à table, il ne va pas lâcher l'affaire. La nuit, il claque encore des dents parce que le papa s'est énervé à table, tu vois. Et donc, quelqu'un qui serait nerveux en 1 et sanguin en 2, et bien là, ça va colorer, c'est intéressant, parce qu'on a justement cette notion de complémentarité entre les deux. Donc on pourrait dire que tout ce qui passe par, en restant d'un côté, du côté sécheresse, froid, humidité ou chaleur, c'est plus facile à vivre, mais le résultat final est parfois moins intéressant. Que des gens, c'est plus difficile à vivre, dont les 2 tempéraments primaires et secondaires vont passer par ce fameux point central. Là, c'est un ascenseur au niveau développement personnel, mais c'est toujours le mariage de l'eau et du feu, et c'est pas toujours facile à vivre. Regarde, je prends mon exemple personnel, hein, je suis la personne que je connais encore le mieux pour l'instant. Je suis en 1 bilieux, et en 2, je suis lymphatique. Donc, tu vois, je passe, grâce à la petite barre oblique que tu as mis sur le schéma, je passe par le centre. Mais c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il m'arrive souvent, en tant que bilieu, d'être là et de faire une réunion, et après 3 heures, quand les gens demandent une pause, de dire, on vient à peine de commencer, tu vois. Et du coup, parfois, moi, ça m'arrive, hein, je suis fatigué, j'ai plus 20 ans, donc je me dis, il faudrait peut-être que tu t'arrêtes et tout, mais ça, c'est le côté lymphatique qu'il demande. Mais le bilieux, il revient à la rescousse en me culpabilisant, en disant quoi, tu vas t'arrêter alors que tu pourrais continuer. Tu vois, c'est difficile d'allier les deux, mais si on y arrive, ça, c'est chouette parce que là, on s'approche du centre. C'est vraiment du développement personnel au sens propre du terme, quoi. C'est vraiment une expression de soi. Alors, quelques remarques, pas remarques, quelques commentaires dans le chat. Il me semblait avoir appris qu'en fonction de l'âge, c'est Erika qui parle, on pouvait changer de tempérament. Ce n'est donc pas le cas, c'est ce que tu as évoqué. C'est un petit peu comme l'inné et l'acquis, peut-être. C'est ça. On a un code inné, ou bien la génétique et l'épigénétique, d'une certaine façon. Erika a raison dans le sens que l'âge va modifier la nature du tempérament. Elle va l'équilibrer ou la déséquilibrer dans certains cas. Tu vois, le sanguin, par exemple, on est en chaud et humide, ça correspond au printemps aussi, la chaleur et l'humidité. Et les âges, c'est vraiment tout ce qui est enfance et jeune adolescent. Donc, tu vois, un sanguin à cet âge-là,
je peux comprendre que certains enfants soient à l'école. On a un enfant qui est sanguin. Lui demander 8 heures sur la journée de rester assis sur un banc et ne pas bouger, pour un enfant sanguin, c'est pas possible. Il y a certains enfants qui sont simplement sanguins, ils n'ont pas choisi, c'est leur tempérament, qu'on va taxer d'hyperactifs, qu'on va mettre sous rilatine, simplement parce que ils sont pas malades du tout, mais c'est leur tempérament, ils ont difficile. Alors que le petit nerveux, lui, ça ne lui fait aucun problème de rester 8 heures sans bouger devant un dictionnaire. Et donc, quand on est sanguin et qu'on est jeune, c'est normal qu'on soit bouillonnant, plein de vie, qu'on a besoin de courir, qu'on ait besoin de rire, etc. Alors que le sanguin, même qui a fait les 400 coups sa vie durant, arrivé à l'âge adulte, il va tomber avec des dominantes plutôt nerveuses ou voire lymphatiques, et il va beaucoup s'assagir. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fait les 400 coups et qui, prenant l'âge de la sagesse, comme on dit, sont beaucoup plus... Qui est très variable en fonction, très variable, l'âge de la sagesse. Bénédicte nous dit donc il y a une prédominance. Donc il y a une prédominance qui est acquise, et en même temps c'est difficile de savoir d'où ça vient, parce que il y a papa et maman qui sont là, mais tous ceux qui sont parents savent très bien que si on a 2, 3 ou plusieurs enfants, leur tempérament est complètement différent. Bien sûr. Du même moule ne sort pas le même moule de tempérament. Moi, les 4 neveux et nièces, par exemple, j'ai de la chance parce que j'en ai un de chaque. J'ai un sanguin, un bélier, un lymphatique et un nerveux. C'est identifié. J'ai identifié, donc mon frère et ma sœur ont bien fait ça. J'ai un peu de tout. Mais c'est étonnant parce que voilà, on peut avoir chez ma sœur, par exemple, il y a l'aîné qui est sanguin, le deuxième qui est nerveux. C'est le même moule et ils ont 2 tempéraments complètement différents. Je confirme, j'ai 3 filles aussi avec des tempéraments. J'essaie de calquer à la lecture de ton ouvrage, j'essaie de calquer sur mes filles. Et effectivement, c'est assez hallucinant de voir à quel point on se demande si c'est du même père et de la même mère. Mais enfin bon, j'ai pas fait de test génétique, je veux pas le savoir, j'aime mes filles. Voilà. Morgane qui dit, est-ce possible de s'approcher de la ligne horizontale tout en étant loin du centre? Oui, c'est ce qu'on disait avec le N justement de nerveux qui allait plutôt vers le sec, qui pouvait s'éloigner du centre en étant de plus en plus sec. Effectivement, donc j'imagine qu'il y a des dysfonctions et des pathologies qui vont aller avec. Peut-être un nerveux sec, nerveux très sec, ça t'évoquerait quoi comme typologie de pathologie? De l'arthrose, quelque chose de sec ou autre? Ah oui, vraiment au niveau physique, je veux dire, un nerveux qui va vraiment trop fort du côté de la sécheresse ou trop fort du côté du froid. D'abord, ce qui va lui pendre au nez, c'est tout ce qui est psychique. Donc, anxiété, angoisse, mal-être, hypocondrie, dépression, mélancolie, dépression sévère. Donc, tout ça, c'est ce qui pend au nez, mais aussi tout ce qui est neuroarthritique. Ouais. Donc attention, par exemple, au niveau alimentaire, on sait que tout ce qui est acide est froid et sec. Et donc, quelqu'un qui est nerveux, déséquilibré, doit faire attention avec tout ce qui est froid et sec. Il ne faut pas mettre trop de vinaigre dans son alimentation. Il faut se méfier de tous les fruits et les légumes qui sont très froids et très secs. Je pense aux agrumes, par exemple. Je pense aux tomates qui, même cuites, sont froides et sèches. Donc ça, c'est des petits conseils qu'on peut donner. Et ça va ramener vers le centre, plus vers l'humidité et plus vers la chaleur. En fait, il faut vraiment prendre un arc et viser toujours ce point central. Ouais. Est-ce que tes conseils alimentaires, ça me fait penser à ça, mais est-ce que tes conseils alimentaires sont inspirés de la médecine chinoise ou non, c'est pas comme la... Et j'ai beaucoup de respect pour la médecine chinoise. Oui. Je suis fort intéressé, je la maîtrise un petit peu. Mais c'est dangereux de vouloir comparer les choses. Dans la médecine chinoise, on part sur le chiffre 5. Tu sais qu'il y a 5 éléments en médecine chinoise. Dans notre médecine européenne, tout est basé sur le chiffre 4. Donc, on a 4 éléments. Donc, si on a une commode avec 5 tiroirs et une commode avec 4 tiroirs, en général, on ne peut pas mettre un tiroir d'une commode dans l'autre. Tu vois, on a des éléments communs comme l'eau, par exemple. Il y a l'eau en médecine chinoise, il y a l'eau en médecine européenne, mais on ne peut pas dire que l'eau conception médecine chinoise, c'est l'eau conception médecine européenne, puisque on a un 4e ou un 5e d'une théorie globale.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais... Clairement, parce que ça me faisait penser à ça. Yael qui dit donc finalement c'est plutôt bon signe d'être un peu de tous les tempéraments, ça équilibre. Ah, ça c'est l'objectif. Hein. Si vous étiez un 4 quarts, ça c'est l'objectif à atteindre. Oui. C'est bon en plus un 4 quarts. Hein. C'est bon. Oui. Alors Stéphanie parle peut-on parler alors d'un profil mixte? Mais justement, dans ton ouvrage aussi, tu décris un petit peu plus loin le fait qu'il y ait la possibilité d'être prédominant en tel tempérament, d'être en secondaire tel autre tempérament, mais aussi d'avoir des composantes des deux autres, des deux derniers. On a tous les quatre, hein, de toute façon. C'est une question de pourcentage. Oui, tu vois, si je dis quelqu'un qu'il est sanguin, nerveux, lymphatique, bilieux, c'est qu'il va être à 60% par exemple sanguin, il sera 20% nerveux, 15% lymphatique et 5% bilieux. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à 100 avec ce que je viens de dire comme ça au pied levé, mais tu vois, c'est une question de gradation. Maintenant, savoir la différence entre les troisième et quatrième n'est pas hyper important, mais connaître son premier tempérament primaire, ça c'est important, mais je dirais que connaître le deuxième, comme ça apporte, on l'a dit, des nuances, c'est intéressant quand même de savoir son deuxième. Le secondaire, ça nuance fort le tempérament. Et tu nous expliquais que pour bien connaître, enfin, pour détecter notre tempérament prédominant, tu penses que le meilleur moyen, c'est l'aspect psychologique, c'est ça? C'est ça qui... C'est celui qui doit primer. Il doit primer. Et puis après, il y a le côté physique qui est là aussi. Parce qu'on n'est pas qu'un esprit, on n'est pas qu'un corps. Les deux sont liés. Et donc, on voit que le corps exprime certaines choses du tempérament. Et donc, on a toute une série de critères aussi qui vont orienter. Ça, c'est précieux. Moi, en tant que thérapeute, par exemple, quelqu'un rentre, je l'ai jamais vu, mais parce que je vois de sa typologie, je dirais, ben, je sais déjà plein de choses de lui. Non pas parce que je suis un marabout, que j'ai des anges qui me donnent des informations, mais parce que j'ai appris à lire telle forme, tel visage et tout, et donc je sais déjà plein de choses. Donc voilà, pour répondre à Sandrine, est-ce que tu viens d'y répondre, comment jouer avec les aliments pour tempérer son tempérament primaire, manger humide si on est côté trop sec, effectivement. Voilà, c'est ce que tu évoquais à l'instant. Si on est trop sec et froid, on va éviter les agrumes, les fruits, les tomates. Je crois, oui, c'est ça. Tu as dans... C'est un bon exemple, parce que un des grands avantages de cette théorie des tempéraments, c'est que ça personnalise tous les conseils. Parce qu'on dit aux gens, par exemple, mangez des fruits, mangez des légumes. 4-5 fruits, mais ça veut dire quoi? C'est quoi déjà une portion? C'est quoi le fruit à manger et tout? Imaginons que les gens se disent, tiens, moi j'ai lu que un verre d'eau avec du jus de citron le matin, ça apporte plein de vitamine C. C'est ce qu'on peut lire facilement dans beaucoup de livres. Et puis on se dit, voilà, en théorie, c'est bien. Alors prenons le cas d'un sanguin. On n'a pas parlé encore des critères physiques, je ne sais pas si on en parlera un petit peu, mais le sanguin, en général, c'est quelqu'un plutôt qui est un petit peu d'embonpoint, avec un sang un petit peu épais. Donc si lui, en hiver ou en été, il boit tous les matins un verre d'eau avec un jus de citron, ça va lui faire grand bien. Il va perdre un petit peu de poids, ça va détoxifier son organisme, ça va le calmer un peu, il va être parfait. Mais imaginons notre petite mamie, la nerveuse, qui lit dans sa petite revue ce conseil-là pour avoir de la vitamine C, et qui en hiver, saison froide, parce que tu vois, le moment de la journée, la saison et tout influence aussi notre théorie, puisque évidemment l'hiver, l'environnement apporte du froid. Si elle, tous les matins, boit son jus de citron, eh bien, elle va devenir hyper frileuse, elle va se déminéraliser, parce qu'elle n'arrive pas à gérer cette acidité qu'il y a dans les fruits. Le sanguin, lui, s'en fiche. L'acide de fruits, il va le brûler. Il va faire une réaction chimique, il va le brûler. La nerveuse, comme elle n'a pas ce feu digestif, tu vois, ça en lien avec la médecine chinoise, pour brûler ces acides, qu'est-ce qu'elle se fait? Elle dit, attends, je n'ai pas tout perdu, moi je suis une nerveuse, moi j'ai un cerveau qui est bien fait. Et je me rappelle qu'à l'école, j'ai vu que si on prend un acide et qu'on ajoute une base, on crée un sel. On a vu tout ça à l'école. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait?
elle va prendre son propre magnésium, son propre calcium dans les os, etc., pour faire des sels qu'elle va éliminer par les urines. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déminéralise, elle se décalcifie, elle va devenir frileuse et elle va aggraver tous ces problèmes d'anxiété, etc. Donc, tu vois, le même conseil du jus de citron, on ne peut pas le donner à n'importe qui. Et c'est pas parce que quelque chose fait du bien à ta voisine que ça va te faire du bien à toi. Cette théorie des tempéraments, et ça je trouve extraordinaire, permet vraiment de personnaliser. Quand on donne un conseil, c'est pas un conseil général, c'est non, pour vous monsieur, pour vous madame, tel aliment je vous le conseille, tel aliment je vous le déconseille, en expliquant pourquoi, évidemment. Voilà, donc il y a elle qui revient sur ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire est-ce que les médecines traditionnelles orientales et leurs recommandations alimentaires sont plus adaptées au tempérament? A priori, non. C'est ce que tu as expliqué. Toutes les théories sont bonnes, mais il faut rester un peu dans la théorie. Il ne faut pas faire de ce qu'on appelle du syncrétisme, c'est-à-dire mélanger différentes théories en pensant faire une. Ça devient une espèce de soupe indigeste. Surtout quand on voit, par exemple, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise qui dit que la droite, ça correspond. L'un dit que la droite correspond au père et la gauche correspond à la mère. La médecine chinoise ou orientale, enfin oui, ayurvédique, va dire l'inverse. Donc, selon leur grille de lecture, c'est complètement particulier. Donc, voilà, effectivement, il faut se consacrer à une approche et essayer d'en extraire déjà tout le sens qu'on peut en extraire. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Je continue, avec ta permission, je continue. On va voir la morphologie juste après. Marthe, on l'a évoqué aussi. Est-ce que les tempéraments ont une origine génétique ou bien liée à l'environnement? Les deux, mon capitaine, c'est ça ce que tu nous as dit. Voilà. Donc aussi bien le tempérament génétique qui sera de l'ordre de l'inné et l'épigénétique qui sera de l'ordre de l'acquis, notre environnement obligatoirement va influer sur notre capacité à nous adapter ou pas à la chose, à notre environnement. Shri, C-H-R-Y, j'espère que je ne déforme pas votre nom. Ma fille de 12 ans demande si on voit des évolutions de tempérament en fonction des générations qui passent. C'est un petit peu, je crois, l'influence de la société, de ce qu'on met en avant, de ce qu'on veut. Mais il faut être très prudent parce qu'il y a des auteurs anciens qui ont essayé de comparer même, par exemple, les différentes populations, en disant, tiens, peut-être que les Méditerranéens ont plus tel tempérament, les Slaves plutôt celui-là et tout, mais souvent, attention, c'est des livres qui sentent un peu le soufre, parce que là, on essaye de voir un peuple qui serait mieux qu'un autre, et on commence sur un terrain scabreux, là. Mais voilà, le fait de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de l'activité physique que l'on fait ou pas, etc. Tout ça module son tempérament. Et évidemment, il y a aussi, il ne faut pas le nier, une partie de bagage génétique qu'on va transmettre de génération en génération, c'est sûr. Alors, Erika, effectivement, on se pose à peu près la même question que moi tout à l'heure. Est-ce qu'il existe des questions types à se poser ou à poser pour connaître son tempérament principal et ou secondaire, ainsi que ceux des autres? Ça existe. Certains essaient même au niveau, en tout cas, psychologique, de faire des espèces de questionnaires. Tu vois, on pose une série de questions, tu réponds telle et telle chose, et puis à la fin, en fonction du nombre de points que tu as. Mais j'ai jamais été trop convaincu avec ça. Je trouve ça toujours un petit peu limitatif. Non. Moi, je crois que l'idéal, c'est de bien connaître la théorie. Et j'ai essayé dans le livre là de mettre le plus de connaissances possible et de partager beaucoup de choses. Et donc, il faut lire le livre, je dirais même le relire, parce que comme c'est dense et qu'il y a beaucoup de choses, parfois une deuxième lecture va encore mettre le doigt sur des points qui étaient passés à la première lecture. Et puis après, s'amuser. Une fois qu'on rentre dans les tempéraments, on s'embête jamais. On est à l'arrêt de bus, on est dans une file d'attente, on regarde les gens, on dit, ah, tiens, lui, il fait ci et ça. Lui, physiquement, là, il a l'air sanguin, il a telle situation. Je suppose qu'il va réagir comme ça. Et puis, bingo, il va réagir de la manière dont on s'attendait. Alors, si tu veux bien, juste avant de passer aux plantes qui correspondraient aux différentes typologies de tempérament, est-ce que, justement, tu voulais parler de morphologie, peut-être donner les grandes lignes des principales morphologies, sanguin, bilieux, etc. Oui, on peut voir un petit peu l'aspect physique, puisque je crois qu'il est important aussi. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà
une grande différence entre le froid et le chaud, c'est notre propre réaction au chaud et au froid. Donc les gens qui sont du côté froid, les lymphatiques et les nerveux, en général, c'est plutôt des gens frileux, puisque la chaleur corrige leur tempérament et leur fait du bien. Donc le nerveux, on le voit fréquemment en hiver avec je ne sais pas combien de couches, parce que vraiment il a ses pieds glacés, ses mains glacées, le lymphatique c'est la même chose. Alors que bilieux et sanguin surtout, c'est des gens qui en général ont toujours chaud. Et donc quand on a une période de canicule, le bilieux, le sanguin, ils sont pas bien, hein, parce que ça déséquilibre leur tempérament. Ils sont déjà chauds, voire trop chauds, et donc la chaleur extérieure va aggraver leur tempérament. Alors qu'un nerveux frileux, une période de canicule, ça va lui faire du bien. Il y a même des nerveux qui mettent encore une petite couche en période de canicule, parce que c'est tout juste. Hein. Donc ça, c'est vraiment le lien chaud et froid. Sec et humide, on pourrait dire un petit peu la même chose par rapport à la transpiration. Oui. Donc les sanguins et les lymphatiques, normalement, transpirent plus que les gens du côté sec. Moi, par exemple, qui suis bilieux, même avec des gros efforts et tout, je transpire quasiment pas. Et quand je travaillais à l'hôpital, j'avais un collègue qui était un bel exemple de sanguin. Il était fort poilu en plus, et il disait, moi, c'est un poil, une goutte. Donc, le moindre effort, tu vois, quand on travaillait ensemble, lui, il dégoulinait, et moi, je ne transpirais pas du tout. Alors, c'est toutes des choses qui paraissent bizarres, mais tu vois, dès qu'on connaît un petit peu les tempéraments, on se dit, c'est ça. Alors, les gens se disent, parfois, c'est pas juste. Ma voisine, elle mange tout ce qu'elle veut, elle prend pas un gramme. Et moi, je m'arrête devant une pâtisserie, je regarde un éclair à la vitrine, j'ai pris 100 grammes. Ouais. Ça, les tempéraments l'expliquent très bien aussi. Parce que il y a une différence entre le sec et l'humide. C'est que le sec, c'est un principe de rétraction. Alors que l'humidité, c'est un principe de dilatation. Je crois qu'un exemple qui peut être parlant, c'est le grain de raisin. Tu prends un grain de raisin bien mûr, il est gorgé d'eau, il est humide et il est bien rond. Et puis tu fais sécher ce grain de raisin pour avoir un raisin de Corinthe, et là, il s'est complètement rétracté et il est devenu sec. Donc, en général, les bilieux qui sont du côté sec sont des gens sveltes, assez musculaires en général. Les nerveux, eux, sont plutôt minces ou maigres. Il y a pas mal de nerveux qui aimeraient bien prendre du poids et qui n'y arrivent pas. C'est d'ailleurs plus difficile de faire prendre du poids à un maigre que de faire maigrir quelqu'un qui a un embonpoint. Alors que du côté humide, c'est des gens plutôt dilatés, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a souvent un embonpoint, mais pas toujours, hein, chez le sanguin et chez le lymphatique. Alors, est-ce que ça veut dire que forcément on est obèse quand on est sanguin? Pas du tout. Pas du tout. Mais quand on a l'habitude, même chez quelqu'un de mince, on va voir qu'il y a une dilatation. Si je te prends une femme comme Ornella Muti, par exemple, on ne peut pas dire qu'elle est obèse. Loin de là. Je t'interdis de l'insulter. Et pourtant, quand on l'observe avec un peu de connaissance, on voit que c'est une dilatée. Alors pourquoi elle est dilatée si elle n'est pas grosse? Ça me rappelle un sketch de Likaku, quand il faisait Madame Sarfati, tu vois. Ouais, elle disait, elle avait lu mon livre, elle disait, je ne suis pas grosse, je suis dilatée. Elle avait tout à fait raison. C'est tout à fait ça. Alors comment on voit ça? Quand on regarde le visage d'Ornella Muti, on a l'impression que si c'était une boule de plasticine, avec les doigts, on a poussé de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Tu vois, ça donne des petites pommettes saillantes, un petit sourire comme ça. Ça, c'est une dilatation, même s'il n'y a pas de surpoids. Alors que quelqu'un de sec, on va avoir l'impression plutôt qu'on a poussé de l'extérieur vers l'intérieur pour créer la plasticine du visage. On va avoir les yeux un peu plus rentrés, des choses un peu plus angulaires et tout. Donc, tu vois, il y a toute une étude de morphopsychologie qui peut s'ajouter à ça. Et rien qu'en regardant un visage, en regardant des mains, en regardant une stature générale, on a toutes sortes d'indices qui peuvent apparaître aussi. Alors, il y a Morgane qui dit clairement, je suis sanguine en 1 et lymphatique en 2. Bravo, vous êtes trouvé, vous êtes identifié. Ça vous permet si c'est vrai pour Morgane, ça veut dire, puisqu'on prend son cas particulier, sanguin en 1, lymphatique en 2, ça veut dire qu'elle est tout à fait du côté humide. Voilà. Et donc, il lui manque de la sécheresse. Et donc, pour parler du physique,
je ne connais pas Morgane, mais si son rêve, c'est d'être un mannequin anorexique sur une affiche, elle n'y parviendra jamais parce que sa nature propre fait qu'elle est humide et que... Donc, plutôt de la dilatation. Voilà, elle est dans la dilatation. Donc, si c'est le cas, si elle dit, voilà, je suis anorexique et toute mince, c'est pas possible en étant du côté humide. Donc, du côté humide, ça veut dire que on n'a pas besoin d'être obèse pour autant, mais ça veut dire que il y aura un petit peu de forme, c'est clair. Alors que quelqu'un de sec, bilieux nerveux ou nerveux bilieux, sera quelqu'un qui aura difficile à prendre du poids, forcément. Encore une fois, c'est vrai que les termes peuvent être mal interprétés. Un dilaté, c'est dans le sens de la dilatation, ça peut prêter à confusion, mais au contraire, ça permet de mieux expliquer et de mieux imager. Je crois que l'exemple d'Ornella Muti montrait bien que voilà, c'est pas une question de surpoids ou d'obésité, mais c'est vraiment une observation de dire est-ce que les textures du corps ont l'air d'aller vers l'extérieur ou d'aller vers l'intérieur. Ça, c'est une bonne question à se poser. On peut le voir uniquement sur le visage. Et ça permet aussi quand même je crois, c'est un autre intérêt de cette théorie, c'est de s'accepter soi-même, d'arrêter de vouloir correspondre à ce que les autres aimeraient qu'on soit. Non, on est comme ça, on a été créé dans un certain moule. Alors, il ne faut pas se laisser aller et se laisser déséquilibrer pour aller dans les extrêmes. Mais voilà, le monde, c'est la biodiversité, mais au niveau individuel, il faut tout pour faire un monde. Donc un monde équilibré, c'est un monde où il y a des sanguins, des lymphatiques, des bilieux, des nerveux. Ça, c'est un joli monde. T'imagines un monde où il n'y aurait que des bilieux ou un monde où il n'y aurait que des sanguins, mais je n'aimerais pas y vivre. Qu'on ferait les dictatures. Hein, voilà. Moi, j'imagine la Corée du Nord où que des bilieux. Hein, ce serait, pourtant, avec un dictateur bien dilaté, hein, Kim Jong-un. Quelqu'un, Chryséis, qui te demande, quelqu'un de nerveux et sanguin devrait donc trouver un équilibre entre aliments secs et humides. Alors, ce qu'il faut dire, et ça vaut pour les aliments comme pour les remèdes, c'est qu'il y a deux stades. Imaginons que quelqu'un tu peux peut-être montrer, par exemple, au niveau sanguin, tu vois, si tu te mets presque dans l'angle entre humide et chaud, ici, tu peux avoir, voilà, ça, le petit rond que tu viens de faire, je dirais que ça, c'est un sanguin équilibré. Oui. Et ça tient la route, parce que le sanguin qui est au centre, à part dans des conférences et dans des livres, ça n'existe pas. Le tempérament idéal, qu'on disait un tempérament tempéré, justement, ça n'existe pas. Mais le petit rond, là, pour quelqu'un qui serait sanguin, c'est parfait. Tu restes dans ton tempérament, tu n'as pas le choix de toute façon. Mais là, dans cette partie proche du centre, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ta peau, tu n'as pas trop de problèmes de santé normalement. Si par contre, tu peux me faire un rond là qui part en diagonale un petit peu plus loin. Dis-moi. Vas-y, un petit peu avant le... Ici. Je ne vois rien apparaître. Là. Voilà, par exemple là. Là, tu vois, tu as un sanguin, on va dire, un petit peu déséquilibré. Donc lui, attention, il va commencer à manifester peut-être quelques petits signes où psychiquement ou physiquement, il n'est pas tout à fait bien. Et puis si tu fais quelque chose d'encore plus excentrique, qui dépasse le S par exemple, là, voilà, ici, là, tu vas avoir quelqu'un où ce sera facile de reconnaître son tempérament, parce qu'il aura tous les traits du tempérament, mais il manque cruellement de tous les autres. Là, il va être sanguin, je sais pas moi, 70, 80%, il va lui manquer cruellement des autres qui n'ont plus d'importance. Et là, le pauvre, il va faire toutes les complications liées à son tempérament sanguin. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ton petit œuf excentré là, revienne, tu peux faire une flèche carrément, voilà, vers le centre. Et comment est-ce que je vais revenir vers le centre? Eh ben, la meilleure idée, c'est que je me mets du côté nerveux, et là, je vais tirer sur la corde. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est sanguin déséquilibré, mais on pourrait le faire avec tous les autres tempéraments, eh bien, dans son alimentation, il va devoir, si possible, prendre le moins possible d'aliments chauds et humides qui vont aggraver
son tempérament. Qu'est-ce qui est chaud, humide? Tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras. Donc lui, s'il continue à manger plein de sucre, plein de graisse, il va se déséquilibrer encore plus. Et donc là, ça va pas lui plaire, mais il va devoir prendre des aliments qui sont plutôt froids et secs. Et c'est pour ça que je disais dans mon exemple du citron, que le jus de citron, qui est froid et sec, va équilibrer le sanguin. Particulièrement en été, saison chaude, qui déséquilibre le sanguin. Donc tu vois, quand on est dans la thérapie, j'ai envie de dire, dans la correction d'un tempérament, on va privilégier les choses qui se trouvent de l'autre côté de la barrière et on va diminuer au maximum tout ce qui se trouve du côté déjà déséquilibré. Mais ça, ici, je parle bien d'une correction de tempérament. Une fois que la personne va se retrouver au tout premier petit rond que tu as fait, dans la zone équilibrée, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger de tout. Donc là, on n'est plus dans le traitement, on est dans la conservation de son équilibre. Et là, il faut une alimentation riche, variée, équilibrée, c'est-à-dire qu'il faut manger du chaud, du froid, du sec et de l'humide. Quand on est corrigé. Ce n'est que quand il y a une thérapeutique à mettre en place qu'on va choisir des aliments, qu'on va choisir des activités, qu'on va choisir des plantes qui sont du côté opposé de la personne. Alors c'est ce que tu illustres dans ton ouvrage, vers les 2/3 de la fin. Tu donnes des tableaux très, très bien faits où tu dis l'abricot, par exemple, c'est froid et humide, l'abricot sec, c'est chaud et humide, les rêles, enfin, il y a toute une liste assez riche. L'olive noire, par exemple, c'est chaud et humide, l'orange, c'est froid et sec. Donc voilà, une fois qu'on s'est identifié, qu'on a à peu près les grands traits de son tempérament, on peut adapter notre alimentation pour essayer de se corriger. Justement, je ne sais plus qui disait qu'elle n'aimait pas certains excès de son tempérament, pardonnez-moi, je ne me souviens plus, qui disait ça tout à l'heure. Eh bien justement, si... bon, je ne le retrouve pas, pardonnez-moi, mais c'est Julie qui dit « Je n'aime pas les défauts de ce tempérament ». Son tempérament, c'était je suis bilieuse », en l'occurrence, c'était... Voilà. Et donc, elle est bilieuse ici, donc. Elle n'aime pas ces excès, donc ça veut dire qu'elle se situe plutôt là, si j'ai bien compris. Et donc, si j'entends ce que tu me dis, il faudrait l'attirer vers son opposé lymphatique en prenant des aliments humides. Hop, excusez-moi, j'ai raté mon coup. Humides et froids, c'est ça? Quel bon élève, Frédéric. Attends, l'élève est rien sans le maître. Donc voilà. Et dans la liste dans ton ouvrage, qu'est-ce qui est humide et froid? Humide et froid. Tout ce qui est crudité, les salades, par exemple. On a la pastèque, la pêche, bon, c'est plus la saison. On a froid et humide, on a la prune. On est encore dans la saison des prunes. Donc voilà, on ne va pas faire l'inventaire, etc. Mais l'idée, c'est cela. Et puisque nous sommes dans les traitements, on a parlé de l'alimentation, donc on ne peut pas répertorier la totalité, évidemment, c'est à nous. Et je reviens sur un point important, c'est que plutôt que de se poser des questions et d'avoir un questionnaire avec un QCM et un score, effectivement, pour l'avoir lu et décortiqué, c'est vraiment passionnant d'essayer de s'identifier chapitre par chapitre et de prendre les éléments prégnants d'un chapitre, de chaque, par exemple, ouvert ou fermé, forte vitalité, etc. Enfin, je passe l'aspect psychologique, l'aspect morphologique, l'aspect peut-être spirituel aussi. Et une fois qu'on s'est identifié, d'aller corriger avec peut-être une activité physique, peut-être aussi avec une alimentation, alors, sans passer à l'extrême évidemment, mais d'être attiré vers le centre. Et là, venons-en quand même, parce que on ne se rend pas compte, mais l'heure tourne merveilleusement bien. Et venons-en à la phytothérapie, puisque c'est aussi ton bel amour. En phytothérapie, j'imagine qu'il y a des plantes, des huiles et des substances qui pourraient nous aider. Je t'écoute. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on garde évidemment toutes les bases scientifiques et modernes. Il faut connaître, quand on fait de la phyto, de l'aroma et tout ça, il faut connaître sa biochimie, il faut connaître sa botanique, etc. Ça ne gâche pas. La théorie énergétique, c'est un complément, c'est quelque chose qu'on met en plus. On ne prend pas de décision juste par rapport à ça, mais ça va être un complément. Parce que chaque maladie, on peut aussi
la mettre sur ce tableau. Oui. Prenons l'exemple de l'arthrose, par exemple. Ben, l'arthrose, c'est une pathologie de froid. Contrairement à l'arthrite, l'arthrite, on entend it, c'est-à-dire inflammation. Et là, la langue française est bien faite. Inflammation, on entend flamme, ça veut dire chaleur. Et donc, tu vois, on ne peut pas traiter une arthrose et une arthrite de la même manière, parce qu'énergétiquement, c'est complètement différent. Donc, si j'ai, par exemple, une inflammation, je tape sur mon moteur de recherche quelle plante je peux utiliser, je suis un peu perdu, parce que Dr Google va peut-être me sortir 60 plantes anti-inflammatoires. Moi, si je connais le tempérament de la personne, je connais la pathologie qu'elle a, je vais en plus essayer de trouver une plante qui serait plutôt de nature froide pour calmer cette inflammation. Oui, c'est ça. Donc l'inflammation va être ici. L'inflammation va être du côté chaleur, évidemment. Et donc là, on va essayer de privilégier une plante froide. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux possibilités. On a soit froid et sec. Et ça, pour faire en résumé, c'est tout ce qui est les tanins. Les tanins, c'est des molécules froides et sèches. Ou alors, on a le froid et l'humide. Et pour citer un mot, c'est les mucilages. D'accord. Les mucilages. Donc, tu vois, on peut se dire par rapport à une arthrite, j'ai le choix entre des plantes froides et sèches et j'ai des plantes froides et humides. Maintenant, comment est-ce que je vais choisir l'un ou l'autre? Ben, de nouveau, c'est le tempérament de la personne qui va faire. Donc, moi, je dis toujours que le bon phytothérapeute, le bon herboriste, c'est une agence matrimoniale, en fait. C'est de mettre en relation des humains qu'il faut connaître et qu'il faut aimer, et des plantes qu'il faut, là aussi, connaître et aimer. Et quand on connaît bien les gens, quand on connaît bien les plantes, après, il faut faire les bonnes combinaisons, les bons mariages pour équilibrer et, de nouveau, aller vers le point central. Et comment on détermine, par exemple, sur une inflammation, une arthrite, si c'est sec ou si c'est humide? Parce que nous sommes d'accord qu'une it, c'est inflammatoire, c'est du côté de la chaleur. Et pour tempérer ou modérer cette inflammation, comment l'identifier comme sèche ou humide? Ici, ce qui prime, c'est la chaleur. Alors, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, au niveau des symptômes même, ben, tu pourras avoir, si dans ton inflammation, tu as quelque chose de fort sécrétoire, avec beaucoup d'œdème, beaucoup de liquide, des suppurations, des choses comme ça, évidemment, tu pars du côté de l'humidité, là. Bien sûr. Et donc là, dans mon choix, c'est froid et sec. C'est les tanins que je vais prendre, qui sont des molécules astringentes et qui vont enlever cet excès d'humidité, d'eau dans la lésion. Si par contre tu as une inflammation sèche, où il n'y a pas d'exsudat, etc., là on va plutôt choisir des mucilages pour adoucir. On pourrait prendre l'exemple aussi d'une toux sèche, par exemple. Quelqu'un qui a une toux sèche, les mucilages, c'est extraordinaire. C'est froid, humide, et ça va vraiment faire comme une espèce de gel qui va tapisser les muqueuses, qui va calmer l'irritation. Un mucilage, auquel cas, ça me fait penser évidemment à la N-acétylcystéine, qui était aussi un fluidifiant. Est-ce que c'est du côté humide, des compléments alimentaires ou pas? On pourrait, évidemment, je te dis, on peut tout mettre. C'est ça. Moi, je suis plutôt resté sur tout ce qui est phyto. En aroma aussi, ils ont essayé. On trouve dans certains ouvrages, notamment des bons ouvrages comme l'aromathérapie exactement, on trouve des schémas où on classe aussi les molécules comme ça. Mais là, je suis un peu plus prudent parce que pour moi, toutes les plantes aromatiques qui produisent donc les huiles essentielles, toutes quasiment sont chaudes et sèches. Ouais, c'est ce que je regardais sur ton tableau. Oui. D'ailleurs, tu vois, en phyto, si tu regardes proportionnellement, la majorité des plantes en phyto sont chaudes et sèches. Ouais. Mais une plante aromatique, on peut dire presque pour toutes qu'elles sont, à part quelques exceptions, qu'elles sont chaudes et sèches. Alors pourquoi est-ce que certains auteurs en aroma classent quand même comme ça? Eh bien, c'est un peu compliqué, mais il faudrait presque, dans notre schéma, refaire du côté chaud et sec une autre petite croix dans le schéma là, et replacer tous les chauds et secs par rapport, je ne sais pas si tu me suis, ça devient un peu plus compliqué par rapport à l'aroma, parce que là, on ne travaille plus une plante, on travaille une partie de plante très concentrée qui est l'huile essentielle. Justement, Marthe, c'est toute la richesse du tableau et des ouvrages, parce qu'il y a cette partie-là que j'ai mis en lien juste après, un petit peu avant, j'ai mis
plantes médicinales et tempérament, justement, c'est comme tu disais, le petit frère de cet ouvrage. Là, déjà, on a pas mal de notions d'éléments de froid, sec, humide, chaud, froid, etc. Et dans plantes médicinales et tempérament, donc que j'ai mis en lien à l'instant, là, je ne l'ai pas en main, peut-être que toi tu l'as, et auquel cas, on a le descriptif des plantes qui sont froides, chaudes, humides et sèches, c'est ça? Oui, je vais vous montrer. Donc c'est à la fin de l'ouvrage, il y a plus de 600 plantes. Je ne sais pas si mon image est nette ou pas. Attends, je vais te mettre en grand. Voilà, je te mets en grand, comme ça on voit tout. C'est un petit peu petit pour voir, mais donc on a chaque fois la plante, et puis la nature. Et puis c'est parfois subtil aussi, parce que parfois une même plante, au niveau de sa racine, de sa feuille ou de sa fleur, peut avoir une nature différente. Ah oui, en plus. Ouais. C'est là que je te dis que tout est subtil. Hein. On va dire une pomme, par exemple, pour prendre l'alimentation, c'est de quelle nature? Ben, ça dépend. Parce qu'une pomme très acide, comme une jaune à gold, ou une pomme très sucrée, comme une gala, c'est pas le même tempérament. Ouais. Une pomme que tu manges comme ça crue, ou une pomme que tu as fait cuire pour en faire de la compote bien cuite, la chaleur de la cuisson a apporté une autre tendance. Donc tu vois, c'est là que je dis que c'est pas du tout figé comme théorie avec 4 cases, mais c'est quelque chose qui bouge avec les âges, les saisons, le moment de la journée. C'est vraiment très, très dynamique comme théorie. Voilà, ton livre des plantes dédié aux différents tempéraments, oui, c'est ce que tu expliques. Je rappelle aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, que vous aurez accès au replay dans quelques jours sur le site d'Amiris, hein, comme ça, si vous avez loupé une partie. Et donc, on peut décrire toutes les pathologies et s'inspirer de ces cadrans pour pouvoir se soigner. Est-ce qu'à ton sens, c'est un peu provocateur, est-ce que à ton sens, c'est suffisant pour améliorer son état de santé? Je provoque. C'est une partie des choses. Hein. C'est-à-dire que ça nous ouvre des portes vers plein d'autres choses. La théorie des tempéraments seule, ben, ça s'arrête à un constat quelque part. Ouais. Après, c'est de dire, je peux corriger avec l'alimentation. On rentre en nutrition diététique. Ça peut se corriger avec la phyto ou l'aroma. Ça peut se corriger comme cette dame qui disait, je suis bilieuse, mais je n'aime pas mes défauts de bilieuse. Là, ben, on peut passer par l'alimentation, par des plantes, mais on peut aussi se dire, tiens, quelles activités lymphatiques me feraient du bien? Et donc elle, plutôt que d'être tout le temps dans le « il faut, je dois le faire » et tout, de se dire, même si j'ai l'impression que c'est une perte de temps, une activité lymphatique comme la méditation, comme le yoga, comme la prière, des choses comme ça, c'est important. C'est pas du tout une perte de temps, c'est quelque chose qui équilibre notre tempérament. Ça lui ferait grand bien. Est-ce que, justement, la question a été posée, quelles sont les activités physiques, quelles sont les grandes lignes des activités physiques? Est-ce que si je fais un triathlon, c'est quoi? À ton sens, ce serait plutôt froid sec ou Le triathlon, c'est chaud et sec, ça. chaud et sec? Parce que les bilieux, eux, ils adorent tous les sports où il faut vraiment avoir... si tu veux, le sanguin, lui, il aime les activités physiques, mais un peu explosives. Tu vois, c'est un champion du sprint, par exemple. Ouais. Ou la plupart des gens qui font de l'haltérophilie, par exemple, c'est des sanguins. Ouais. Ils font un effort énorme, mais sur une courte période. Alors que le bilieux, c'est un grand sportif aussi, il a besoin de bouger, mais lui, il est sur la durée. Donc il est moins fort, moins punchant que le sanguin, mais lui, il va te faire un marathon pendant des heures et des heures où le sanguin ne tiendra pas. Le nerveux, lui, de nouveau avec sa tête, il aime plutôt les sports comme les échecs, les jeux de dames, les sudoku et tout. Il aime tous les sports cérébraux, lui, plutôt. C'est pas un grand sportif physiquement. Et le lymphatique, encore moins. Le lymphatique, le sport, peut-être à la télé en regardant, mais c'est pas un grand sportif. Il n'aime pas trop la dépense physique, le lymphatique. Doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, il faut parfois un peu se forcer, dans le sens que des choses peuvent nous amener vers l'équilibre, mais il ne faut pas oublier non plus, c'est important de le dire, qu'il faut respecter son tempérament de base. C'est-à-dire qu'imaginons un lymphatique qui est un petit peu trop mou, là, qui se laisse un peu aller,
il pourrait se dire, mais moi je vais prendre des aliments chauds et secs. S'il prend des aliments chauds et secs tempérés, et ça c'est tout ce qui est aromates, épices, ça va lui faire grand bien. Ça va lui mettre un peu de peps, un petit peu de vitalité. Mais si voulant bien faire, il se dit non, moi je vais prendre des choses très chaudes et très sèches, et qui va commencer à manger du piment, du wasabi, de la moutarde et des choses comme ça va pas lui faire grand bien du tout, parce que c'est tellement aux antipodes de ce qu'il est, qu'il ne respecte pas son corps et qu'il le supportera absolument pas. Il aura des réactions physiques, psychologiques ou émotionnelles, quoi. Exactement. Et alors ça répond à la question que j'allais te poser de Brigitte. Et le fait de corriger un tempérament, n'est-ce pas aller contre sa nature véritable? Non. Justement, c'est ce que tu expliques, c'est de ne pas aller trop à l'opposé. Oui. Dans la correction, on entend toujours ne pas quitter son tempérament, ce qu'on ne peut pas faire. Mais c'est ramener, il faut déjà voir, il y a des gens qui n'ont pas besoin de correction, tout va bien. Mais quand on parle de correction, c'est ramener un tempérament déséquilibré, voire très déséquilibré, à un tempérament équilibré, proche du centre. C'est ça. On conférait le schéma qu'on a vu là, il faut tendre vers le centre, et sachant qu'on ne traversera pas quelques barrières que ce soit, de passer du chaud au froid directement et du sec à l'humide réciproquement. Tu pourrais même faire, si tu as encore ton crayon, là, c'est faire une espèce de rond là, qui est proche du centre, mais qui, tu vois où tu as le premier rond que tu as fait là, du côté sanguin, mais tu pars de là et tu me fais un beau rond dont comme une cible un petit peu, dont le point central serait le point de touche, mais qui va de chaque côté. Voilà, ça. Tu vois, la zone jaune, là, si vous êtes dans cette zone jaune, tout va bien. Ça, c'est la zone de confort, c'est la zone où vous êtes dans votre tempérament, mais de manière équilibrée. Et c'est ce qu'il faut viser. Dès qu'on quitte ce rond jaune, un petit peu ou beaucoup, là commencent les problèmes et les corrections nécessaires. Et est-ce qu'on peut être comme ça? Alors, sachant qu'on est centré, est-ce qu'on peut être exacerbé dans beaucoup de tempéraments? Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on peut être comme ça? On ne peut pas, puisque je te dis, tu as un 4 quarts, donc tu as un maximum de 100%. Ouais, c'est pas possible, d'accord. Alors tu peux mettre un surhomme, là tu devrais avoir... Non, si on reste dans les 100%, si par exemple tu as un sanguin complètement déséquilibré et que tu as 70% de sang, enfin 70%, on ne pourra pas. Les Français qui nous écoutent déséquilibrés, ça veut dire qu'il te reste 30%. Et si tu les partages, tu ne sais pas avoir... Dans ton schéma-là, on va être à 160%. Oui, c'est ça, ça dépasse. Alors, et dès que tu es trop dans un tempérament, ça veut dire que tu diminues les autres par définition. On va prendre, parce qu'on arrive tranquillement au terme de ce magnifique webinaire, et merci pour ce temps, merci pour toutes ces explications, vraiment d'une clarté cristalline. Caroline qui donne un exemple, pour l'hélicryse, c'est chaud et sec, peut-être, je ne sais pas, je te demande, pourtant utilisé pour les bleus. Justement, un bleu, c'est froid et chaud. Non, et froid et sec, et froid et humide, je vais y arriver. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que l'hélicryse, elle a raison, presque comme toutes les huiles essentielles, c'est chaud et c'est sec. L'hématome ou l'échymose, ce qu'on appelle un bleu, dès qu'on se cogne, dès qu'on a un coup, énergétiquement, c'est une pénétration de froid. Ouais. Et donc, un bleu, c'est du froid. D'ailleurs, la chaleur, c'est ce qui fait le mouvement, c'est ce qui fait que ça circule. Le froid, c'est la stagnation, ça ne bouge plus. Et là, on a du sang qui est resté là, qui n'a pas circulé, qui s'est coagulé. Et donc, quand on amène de la chaleur par l'hélicryse, on fait circuler ce sang et ça passe. C'est ça. On pourrait prendre, pour faire comprendre un petit peu un exemple, si on a encore 5 minutes. Oui, enfin, il n'y a aucun problème. Bon, reprenons notre exemple. Il est tard, mais on va essayer tous de suivre. Si je me cogne ou si je me fais une entorse, j'ai dit énergétiquement, c'est du froid. C'est une image, évidemment, mais c'est comme si du froid avait pénétré dans l'articulation. Donc, je me fais une entorse, c'est du froid. Quel est le réflexe à adopter? Et c'est étonnant. On dit, il faut mettre de la glace.
Effectivement, quand on met de la glace, qu'est-ce qu'on observe? La cheville dégonfle, la douleur s'apaise. On peut d'ailleurs faire l'expérience inverse pour se prouver que c'est bien vrai. Prenez des compresses d'eau chaude, mettez-les sur une entorse, qu'est-ce qui se passe? La personne va hurler de douleur et la cheville va devenir énorme. Ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est pour un exemple. Alors, ça paraît antinomique parce qu'on se dit, attends Yves, tu nous dis l'entorse ou le coup ou la chute, c'est du froid qui a pénétré, et toi tu viens mettre de la glace là-dessus. L'explication, c'est qu'on considère toujours notre corps comme quelque chose, comme un gros nougat là, inactif, qui sait rien faire du tout, et on a l'impression qu'on doit lui amener un médicament, on doit lui amener une thérapie et tout. Non, pas du tout. On a parlé de ce sympathique là, en début de webinaire. Eh bien, notre corps, il a tout ce qu'il faut pour tout corriger. Et quand on lui amène des glaçons, qu'est-ce qui se dit le corps? Il y a du froid qui m'attaque. Au secours! Et qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique sa propre chaleur qu'il amène là. Et en amenant la chaleur qu'il a créée lui-même, qu'on ne lui a pas apportée sur cette cheville qui était froide, eh bien, il corrige le problème. Le même exemple est donné quand tu vas dans le désert, il fait très chaud. L'idée, c'est de pas boire un grand Coca-Cola froid. Non. Au contraire, c'est de boire chaud pour être identifié. C'est pour ça que quand on sort du sport et on prend une grande douche froide pour croire qu'on va se rafraîchir, au contraire, il faut prendre une douche chaude pour pouvoir identifier un message chaud. Le corps va répondre contre le chaud à du froid et va rafraîchir le corps. C'est un petit peu comme ça. C'est ça? C'est toujours comme ça. Donc le corps, il a toujours la capacité de réagir à ce qui arrive. Et une bonne thérapie, une bonne médecine, ça va toujours dans le sens de la réaction du corps et pas l'inverse. Et là, on pourrait donner un petit conseil. Tu me disais que les gens aiment bien des petits trucs. C'est que quand on se cogne, imaginons, ça arrive, on doit faire pipi la nuit, on fait pas attention, paf, ça nous arrivait tous de prendre le pied de la chaise avec le petit orteil, là où on voit les étoiles qui tournent et tout, ça fait un mal de chien. Ben, on n'a pas toujours une poche de glaçons qui est prête ou quoi. Et là, on a une huile essentielle qui est formidable, c'est l'amande poivrée. Parce que dans l'amande poivrée, il y a du menthol, qui est un alcool réfrigérant. Et donc, quand on met une goutte ou deux de menthe poivrée sur son petit orteil, qu'est-ce qu'on fait? On va ressentir dans les secondes qui suivent une sensation de fraîcheur. Le corps va se dire, ah, il y a du froid qui m'attaque, il va faire sa chaleur et il va l'amener là. Et preuve en est, dans les minutes qui suivent, après la sensation de fraîcheur, on va avoir une sensation de chaleur qui apparaît au niveau de l'orteil. Et salutaire. Seule petite précaution, il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture de la peau. Si la peau est ouverte, on ne met pas de menthe poivrée, mais si c'est simplement un choc, une contusion fermée, l'amande poivrée, c'est avoir dans sa trousse de secours, dès qu'il y a un choc, une pénétration, un coup, on met ça et ça donne de très très bons résultats. Très rapide, quelques secondes. J'entends Christian Agrapard nous parler aussi de tout cela, voilà. en chromatothérapie. Grand monsieur, Christian Agrapard, oui. Grand monsieur. Bénédicte nous dit, est-ce que c'est, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, et pareil pour les bleus à l'âme. Est-ce que une nostalgie, une tristesse, c'est du froid aussi, c'est du sexe, c'est identifier aussi les émotions? C'est du froid, oui. Ouais. Donc tout ce qui est choc psychologique aussi, dans le corps, c'est quelque chose qui va amener une stagnation. Et c'est pour ça d'ailleurs que le nerveux, tu vois, comme il est froid de nature, il est plus à risque de tout ce qui va entraîner c'est la vie qui circule plus, quoi. C'est comme un grand dépressif, c'est ça. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus la vie qui circule. On s'est coupé de ce mouvement de vie qui est chaud, par définition. Et donc, pour finir, Marie-France qui demande, et pour une piqûre d'insecte, pour calmer les grosses réactions, on a l'habitude de parler de la lavande, est-ce que je me trompe? Alors, en aroma, on a des bons outils. Il y a la lavande, et si on a la chance d'avoir de la lavande aspic, c'est encore mieux. Maintenant, si vous avez de la lavande vraie, c'est très bien aussi, mais la lavande aspic est encore plus intéressante. Et alors, il y a une autre huile essentielle que j'aime beaucoup dans ce cas-là, mais qu'on n'a pas toujours à la maison, c'est l'estragon. Ah oui? Parce que l'huile essentielle d'estragon, c'est vraiment un excellent anti-allergique. Donc, si on se fait piquer par un insecte ou une ortie ou n'importe quoi, une goutte d'estragon pur qu'on applique, c'est très très efficace aussi. En local. Ouais. En local. Ouais.
Écoute, merci infiniment pour ce webinaire. On pourrait rester, mais ça fait presque 1h50 que on a le plaisir de t'entendre nous expliquer tout ça. C'est vraiment un bonheur. Je ne saurais conseiller à toutes et à tous d'aller vite sur le site d'Amiris et de prendre cet ouvrage qui est même, qui est de 2012, comme on le dit, réédité. Et il y a une raison, parce que d'abord, il n'y a pas d'obsolescence programmée sur ce type d'ouvrage, au contraire. Hein, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui te viendront un petit peu plus tard. Il y a plantes médicinales et tempéraments, qui est le complément de cela, qui permettront, ces deux ouvrages nous permettront de bien comprendre comment bien comprendre les tempéraments et bien aborder les traitements. Et oui, moi aussi, je resterai bien à l'écouter pendant des heures, mais il faut quand même que nous allions faire un petit dodo, quand même, réparateur. Hein, et c'est Bénix qui dit c'est un plaisir de t'éditer. Je te laisse lire les commentaires. Donc, l'ouvrage, vous avez la possibilité, le temps de passer ce week-end, que je puisse faire le montage. Et ce sera mis en ligne sur le site Amiris. Hein. Vous pourrez cliquer pour voir le replay de cette. N'hésitez pas à le partager parce que c'est vraiment riche d'informations. Et c'est vrai que c'est un sujet que tu as à peine abordé, frôlé, c'est les enfants. Les enfants, et j'ai effectivement, quand tu l'as à peine abordé, mais ça pourrait faire l'objet d'un webinaire complet sur les tempéraments des enfants. Et c'est vraiment, c'est tellement ça, de lire un enfant et de comprendre comment il se comporte et qu'en fait c'est sa nature. Donc pourquoi aller le brusquer et l'opposer avec des médicaments, avec des comportements agressifs, or qu'on pourrait l'accompagner au mieux, peut-être qu'avec une activité physique adaptée, avec une huile essentielle ou des plantes adaptées ou juste des mots adaptés pour pouvoir bien comprendre comment il agit. Et ce chapitre sur les enfants est vraiment passionnant et très touchant, je trouve, parce que pour moi, c'est une sensation d'injustice, pas personnelle, hein, que de maltraiter les enfants parce qu'on les méconnaît. Hein, on les connaît mal. Et ce chapitre est vraiment vraiment passionnant. Merci pour ça. Mais je voulais aussi te remercier, Frédéric. J'ai l'impression d'avoir, avec ce webinaire, cette conversation, passé une bonne soirée avec un ami. Là, c'était très sympathique. Je remercie aussi les éditions Amiris pour leur soutien et leur confiance depuis tant d'années. Un bisou particulier à Bénédicte, à Marie, à Véronique, à Benoît, qui est certainement sous d'autres cieux et nous écoutait ce soir aussi. Et puis je remercie toutes les personnes que je n'ai pas vues, mais que je sais avoir écouté ce séminaire. Je vous embrasse tous. Moi aussi, j'en profite pour vous embrasser toutes et tous. Bah oui, peut-être que pour les animaux aussi, peut-être que il y aurait un chapitre à faire dessus, mais bon. Déjà, ça me fait penser à une blague que j'avais entendue, très sympathique, qui dit « Dieu a créé le monde en 7 jours, mais depuis, qu'est-ce qu'il fait ?» Eh ben, il s'occupe des couples. Voilà. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci, Bénédicte, de nous avoir autorisé et permis cela. Merci pour la richesse et ta générosité pour ce webinaire et toute ta connaissance. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve pour d'autres thématiques bientôt. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir, Yves.